Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que ça roule pour vous, que vous soyez là au chaud, chez vous sur Twitch, ou que vous nous écoutiez en rediffusion, que ce soit en podcast ou sur YouTube, la seconde chaîne Nota Bonus, et oui, on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler conservation, restauration, avec l'invité du jour, Siggy, qui est conservatrice, restauratrice, ça tombe bien, des arts graphiques. Alors, je vous dis pas en quoi ça consiste exactement, parce que vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure, et c'est pas tout, puisque en plus de s'intéresser aux techniques de conservation et de restauration, elle est aussi passionnée par les techniques artistiques anciennes. Et c'est d'ailleurs ce dont elle parle sur sa chaîne YouTube L'Opératorium, sur laquelle elle parle d'art d'un point de vue technique. Mais ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Bonsoir Siggy. Salut Ben. Une question que j'aime bien poser aux gens dans cette émission, avant toute chose, c'est comment est-ce que toi, t'en es arrivé là aujourd'hui ? Ça a été quoi ton parcours pour arriver à devenir conservatrice, restauratrice spécialisée dans le papier, le carton et le cuir ? Alors, ça va être un échange avec pas mal de tiroirs parce que c'est un métier déjà hyper complexe et en plus j'ai une spécialité un petit peu hybride, comme tu l'as souligné dans cette super présentation, merci. Donc, comment j'en suis venue là ? Alors, on va commencer par la partie un petit peu cliché, un petit peu digne de héros de film. Déjà, toute petite, je touchais énormément le papier. C'était un matériau qui m'intriguait beaucoup. Je construisais des maisons très, très moches en papier découpé avec des petits scotch. Je pense que la restauratrice d'aujourd'hui n'aurait pas du tout approuvé cet enfant avec ses scotch. C'était assez laid, mais il y avait vraiment une passion de la matière papier. Et j'ai dessiné très très tôt. J'ai peut-être même dessiné avant de marcher. C'est la légende. Voilà. Donc vraiment déjà ce goût du travail de la main, dans l'apprentissage. Et alors ensuite, c'est vrai que je suis dans une famille qui aime beaucoup l'histoire, le patrimoine. Et j'irai pas jusqu'à dire que c'était ma destinée, puisque du coup, petite, je traînais les pieds dans les musées, j'avais horreur de ça. Je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas à hauteur d'enfant. C'est vrai ça. C'est un appel, ça commence bien. Ça commence, alors en tout cas enfant je sais pas trop, mais moi en allant un peu à l'étranger, j'ai vu des musées qui étaient vraiment à hauteur d'enfant, et ça se démocratise de plus en plus. C'est super bien. Et tu as dit un mot important à l'étranger. C'est vrai qu'il y a beaucoup ça, et ça vient en France. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est vrai que voilà, quand on est petit, on n'a pas forcément cette vulgarisation qu'on a de plus en plus aujourd'hui en accès libre sur Internet. Mais quand on était petit, bon, il y avait des super livres à Strapi et que sais-je, mais il n'y avait pas forcément les sorties dominicales adaptées, on va dire, pas toujours quoi, avec la famille. Et c'est vrai que mes parents, donc ma mère a fait des études d'archéo. Et mes parents se sont engagés pas mal dans le patrimoine, notamment dans l'association Vieille Maison française, Maison Paysanne de France. Et quand j'avais 10 ans, ils ont acheté une ferme dans notre fief à Tours. Une tourangelle, voilà, ce soir c'est 100% tourangeau. Donc voilà un petit peu la destinée, on va dire, les origines. Et en grandissant, du coup, mes parents ayant mis toutes leurs économies dans cette ferme complètement en ruine, il y avait vraiment le lierre qui rentrait par les fenêtres, les tomates volées, les cheminées démantelées. Du coup, j'ai un petit peu observé les chantiers, les artisans, et comme ils faisaient partie d'associations de bâtis anciens, de bâtis traditionnels, je pouvais observer les artisans monter le mortier, les moellons, apprendre ce que c'est qu'une fenêtre à meneaux, etc. Donc, j'ai cette affinité déjà, voilà. Et il y a un point intéressant, je trouve, c'est que mes parents collectionnaient pas mal alors pas des trucs, ça n'a pas besoin d'être des œuvres incroyables, mais ils collectionnaient beaucoup de mobilier ancien. Et enfant, j'avais déjà ce truc de pas pouvoir m'asseoir sur certains fauteuils anciens si j'avais pas des fringues propres. Donc c'est un petit peu un tiraillement parce que t'es petite, donc on t'apprend à aimer l'art, mais tu peux pas t'asseoir dessus. Donc, je pense que c'est venu un petit peu de tout ça, voilà, en grandissant, ce contact un petit peu, comment dire, inné, quoi, cette espèce de vécu dans les choses anciennes, dans l'histoire, mais en même temps ce petit rejet. Et je voulais plutôt faire des études complètement artistiques, créatives, moi. J'avais pensé aux costumes, notamment de scène. Et puis, j'ai pas trouvé et j'ai fini par trouver une brochure dans la chambre de ma mère, puisqu'elle avait été en études d'archéo et elle avait trouvé ça assez intéressant, ce truc de restauration. Donc, elle avait gardé une brochure sur un salon étudiant. J'ai trouvé cette brochure
Et je suis allée à l'entretien sans réfléchir et j'ai été prise et j'ai pas réfléchi en fait. Donc on peut pas vraiment se dire que c'était un choix mûrement réfléchi, mais c'était là au fond de moi. Et cette longue introduction pour dire donc que finalement la passion est venue en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En tout cas, les brochures, du coup, ça marche, vraiment. Oui, ah oui, complètement. Alors, conservateur-restaurateur, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors, donc conservateur-restaurateur, c'est deux mots associés. Il y a restaurateur qui est peut-être plus, on a peut-être une idée un petit peu plus précise de ça, enfin une idée en tout cas. Restaurateur, ça veut dire reprendre quelque chose pour le rendre fonctionnel à nouveau, dans l'idée de réparer en fait, mais aussi d'essayer de remettre dans un état où ça a pu être à un moment donné. Donc c'est pas juste réparer dans un but usuel. Par exemple, des chaussures, si la semelle se décolle, on la recoue. Hein, ça on fait ça certainement depuis l'Antiquité. Je suis pas antiquisante, mais ça paraît assez logique. Mais il n'y a pas forcément cette démarche émotionnelle liée à l'artistique, à l'objet unique. Et cette notion-là, donc de restauration plutôt que de réparation, on pourrait dire qu'elle apparaît au Moyen-Âge déjà avec les parchemins quand ils ont des trous, des déchirures. Déjà au Moyen-Âge, on les recoue avec de très jolies broderies ornementées en couleur vert, rouge, avec des petits motifs un peu comme du macramé. Et là, on voit que c'est plus juste de la réparation, c'est plus juste fonctionnel, c'est aussi une façon de sublimer l'objet. C'est ce qu'on retrouve dans les sociétés aussi asiatiques, au Japon, en Chine, au Japon avec le kintsugi qui devient un petit peu tendance aujourd'hui. Donc, on a pu en croiser ces céramiques avec ces déchirures, ces fissures dorées, donc qui sont en fait recollées à la laque urushi, qui est une résine d'arbre rouge, et ensuite saupoudrées d'or fin. Et chez les Japonais, cette notion de restauration, c'est vraiment donner à l'objet une valeur supplémentaire parce qu'il a vécu et on honore cette blessure en fait. On la magnifie, on la sublime, on n'essaie pas de la cacher. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les manuscrits médiévaux avec ces broderies aussi décorées. Et en fait la restauration, donc ça va évoluer au fil des siècles. Ça va être d'abord toujours dans une démarche un peu artistique. Chacun se réapproprie l'objet, voilà. Et c'est surtout avec en fait suite à la Commune. Et puis même à la Révolution française d'ailleurs, qu'il va y avoir ce sentiment que finalement le patrimoine n'est pas éternel et que si on le détruit, on va pas pouvoir le retrouver. Donc on va commencer à se poser des questions en fait sur ce qu'on fait de l'objet quand on le répare, quand on le restaure, et si finalement ce geste qu'on a dessus, il va pas complètement transformer l'objet et on pourra plus jamais le transmettre tel qu'il a été au futur. Ça va, je sais pas si c'est bien clair. Si. Donc, c'est la déformation professionnelle. On a beau avoir une chaîne de vulgarisation à côté, on part un peu loin. Voilà. Donc, on va commencer à réfléchir à ces notions-là, notamment Viollet-le-Duc avec la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il va la restaurer parce qu'elle est très abîmée par les révolutionnaires qui vont piller les caveaux royaux, etc. Mais elle est restaurée en rajoutant des choses. Et en fantasmant même un médiéval imaginaire, en rajoutant des gargouilles, etc., qui n'étaient pas là. Et il y a aussi un texte fondamental de Victor Hugo à ce moment-là qui s'appelle Guerre démolisseur et qui justement parle de ces risques de détruire le patrimoine à tout jamais. Et puis en fait, c'est souvent des grands événements comme ça qui vont faire réfléchir en fait petit à petit jusqu'au XXe siècle à cette notion de restauration qui est pas anodine, et avec la Seconde Guerre mondiale aussi. Et en fait, il va y avoir un organisme international qui va se créer avec des responsables de musées à travers le monde, des conservateurs, donc les gardiens des musées, ça c'est la partie conservation, qui vont se réunir, qui vont créer l'ICOM. Et l'ICOM, en fait, va donc fédérer des professionnels du patrimoine déjà à l'époque et tenter de définir ce que doit être le patrimoine commun pour pas se tromper sur ce qu'on laisse à la postérité. Et il va résulter de l'ICOM, donc une très grande association qui régule en fait la profession, qui va évoluer avec un code éthique en 86, la charte de l'ECO, qui a un code vraiment comme un serment d'Hippocrate en 28 articles, qui définit ce qu'est un conservateur restaurateur. Et dans cette charte, justement, on va expliquer que c'est plus juste de la restauration, c'est plus juste réparer ou sublimer, c'est à la fois conserver et restaurer
Donc vraiment se porter gardien d'un patrimoine pour le futur sans l'envahir. Donc quand on dit qu'on est conservateur-restaurateur aujourd'hui, c'est à la fois restaurateur, c'est-à-dire qu'on peut intervenir directement sur l'objet, mais c'est surtout qu'avant tout, on se charge de le transmettre. Donc on retire un petit peu cette idée de juste modifier l'objet. Et alors, est-ce que là-dedans, on inclut une notion de jugement de l'œuvre initiale, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a en gros du patrimoine qui se vaut ou d'autres qui vaut moins. Admettons, ton œuvre, ça représente une saucisse par exemple. Est-ce que tu le traites différemment que le Christ dans une église? Oui, absolument. L'urinoir de Marcel Duchamp, par exemple, le ready-made, il faut le nettoyer avec un petit coton-tige et des solvants très soigneusement. Non, oui, complètement. C'est donc justement ce que dit la charte de l'éco. C'est que, en fait, c'est comme un médecin, c'est l'équivalent de notre serment d'Hippocrate, auquel on s'associe, voilà, quand on est diplômé, donc dans des diplômes de conservation-restauration. Et il y a un point notamment qui dit spécifiquement qu'on traitera toute œuvre comme si elle avait la valeur la plus grande. C'est les mots qui sont utilisés. Et du coup, on retrouve cette notion un petit peu qu'on a dans le corps médical de ne pas faire de cas de favoritisme, de délit de faciès selon le physique de la personne, son âge, sa religion, etc. On nous demande, alors je précise pour ceux qui sont en rediffusion que j'ai l'aide de plusieurs centaines de personnes dans le chat et que voilà, je ne rebondis pas comme ça sur le truc parce que je ne sais même pas ce que je connais pas ce que je peux poser comme question. Mais est-ce que la charte de l'éco est inspirée de la charte de Venise de 1969? Et c'est quoi la charte de Venise? La charte de Venise, alors c'est vers 1866. En fait, en 1866, il y a eu une sortie de l'Arno. Voilà, le fleuve donc de son lit. Donc c'est à Florence et ça a entraîné donc des grandes traînées de boue qui ont détruit un énorme patrimoine. Enfin vraiment, Florence quoi, il y a tous les palais ducaux, etc. Et ça a notamment détruit plus de 8000 tableaux dans les réserves des offices, la galerie des officiers qui est un très grand palais. Donc ça a été une catastrophe majeure et justement c'est un des événements avec la Seconde Guerre mondiale notamment qui va redéfinir, permettre de repréciser justement les fondamentaux de l'ICOM et donc définir ensuite les codes déontologiques de l'éco. La différence, je dirais pour simplifier, c'est que en fait la charte de Venise concerne principalement les bâtiments et l'architecture. Ce serait vraiment le fondamental. L'éco a une ampleur beaucoup plus générale en fait. Voilà, ça englobe plus de matières et de typologies d'objets, de problématiques. En tout cas, quand tout à l'heure quelqu'un parlait de forme de médecine des œuvres d'art, c'est plutôt ça, quoi. Complètement, et ça me fait très très plaisir parce que il y a un petit peu cette notion souvent de restaurateur artiste. On l'entend beaucoup, hein, c'est un titre honorifique de dire que quelqu'un est un artiste. Donc on l'entend beaucoup, mais c'est vraiment à détacher de notre métier. Et ce qui s'en rapproche le plus, c'est de la chirurgie et notamment toute la démarche de conservation-restauration est très proche de la médecine dans le sens où on accueille le patient, on fait des diagnostics. Enfin voilà, ce sera peut-être une question pour plus tard, mais il y a vraiment toute cette réflexion et ce recul à apporter sans jugement à l'objet. Alors, conservateur, restaurateur, depuis tout à l'heure, ça va par deux. Est-ce qu'on peut les dissocier ou pas du tout? Pas du tout. Non, si. En fait, restaurateur serait la forme traditionnelle du métier. Des restaurateurs en tant que métier, en tant que professionnels qui en font, voilà, qui en tirent un profit financier. Il y en a depuis un petit bout de temps. Il y en a en tout cas au XVIIIe siècle. On a beaucoup de traces pour les rentoileurs de tableaux. Alors les rentoileurs, c'est un sacré geste et je pense que ce sera une bonne façon de dissocier le concept de conservateur et restaurateur et conservateur-restaurateur, puisque en fait il y a notamment cette notion de transposition où on va complètement décoller la couche de peinture. Donc il faut imaginer le film de peinture à l'huile, on va le décoller de sa toile, le retirer complètement et le recoller sur une toile neuve. Il y a beaucoup de catastrophes qui ont été faites comme ça parce que en fait ça va complètement détruire la texture, on voit plus les coups de pinceau, ça prend le grain de la toile du dessous, etc. Parfois ça tient même pas sur cette toile et aujourd'hui il faut recoller cette couche ailleurs. Donc c'est une opération qui est très très spectaculaire et du coup à l'époque ça faisait la gloire de ces transposeurs, rentoileurs. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le métier de restaurateur et déjà le prestige qui allait avec. Aujourd'hui, on a toujours cette notion de restauration qui est vraiment
associé, on va dire, dans l'idée collective à une démarche, qu'on dirait interventionniste, c'est-à-dire une démarche qui va beaucoup plus dans le sens esthétique. Traditionnellement, le restaurateur est là vraiment pour refaire, non pas à neuf, mais comme je disais, dans un état initial, voire un état qui n'a jamais existé, qui est absolument parfait esthétiquement, souvent, ou réinterprété. Et voilà, donc ça c'est vraiment la notion de restauration traditionnelle. Et aujourd'hui, les formations sont des formations de master en 5 ans en général. Ces formations amènent forcément à associer à la restauration de la conservation, c'est-à-dire une philosophie du métier, une philosophie éthique, un code. Donc à être le moins possible dans l'esthétique et l'intervention, mais d'abord, avant tout, penser à tout ce qui entoure l'objet, à toute la réflexion de la matérialité de l'œuvre, qu'est-ce que c'est, pourquoi, est-ce que c'est juste artistique, etc. Voilà. Et donc restaurateur, c'est ça. Conservateur-restaurateur, c'est philosophie plus pratique. Et conservateur, ça n'a rien à voir. Puisque conservateur des musées, c'est vraiment le gardien du musée. Alors après, je pourrais moins bien en parler qu'un conservateur, mais il n'y a pas cette partie pratique du tout. On est vraiment dans l'étude des collections, gestion des collections, des œuvres, des acquisitions, des prêts, etc. Ça cherche à nous embrouiller un petit peu quand même. Mais on n'est pas tout à fait clair non plus. Ça va quand même, c'est compréhensible ou... Et alors, du coup, est-ce que aujourd'hui, il y en a qui se permettent encore des chantiers comme à la Viollet-le-Duc, du coup, tu vois, en se disant, moi, en fait, j'ai pas envie que de conserver, de restaurer, j'embellis. J'embellis, mais oui. C'est intéressant de voir que rien que pour la question, puisqu'on est sur Notre-Dame, donc Viollet-le-Duc, il y a eu cette question de remplacer la flèche par un geste architectural, une création. Il y avait des trucs un peu fous en métal, en verre, un peu façon Tour Eiffel, avec des vitraux modernes. Ça aurait été une forme d'embellissement personnel avec quelqu'un qui apporte sa touche à la Viollet-le-Duc. En tant que quantité, Viollet-le-Duc n'était pas artiste, mais il venait en tant que, quelque part, que designer des temps anciens. Et c'est un petit peu la même idée. En restauration, comme ça me concerne, c'est-à-dire plutôt sur des objets en général, des objets, on va dire, à taille humaine, et pas architecturaux. La restauration peut être pratiquée encore de façon traditionnelle par des personnes qui suivent des formations courtes ou qui alors juste par éthique personnelle, par volonté personnelle, vont plus envahir l'objet, on va dire, mettre plus d'eux-mêmes. Il y a des artistes qui s'improvisent parfois restaurateurs ou des personnes créatives, tout simplement, qui savent pas forcément qu'il y a une formation ou qui alors voient pas l'intérêt ou l'importance d'une œuvre. Vont se dire ça a pas de valeur, donc moi je rajoute quelque chose dessus, je m'amuse avec. Et est-ce que ça, genre toi ça fait saigner ton cœur de conservatrice, restauratrice, ou c'est le genre de choses que tu acceptes ou que la profession accepte? Alors qu'on accepte, oui c'est complètement tabou. En fait, on essaie d'en rire honnêtement, avec bienveillance, parce qu'en fait oui ça nous fait mal au cœur. Mais voilà, c'est toujours ce genre de choses. On a des métiers hyper techniques qui sont très niches, qui sont très peu connus. Et du coup, on peut pas vraiment en vouloir à quelqu'un qui intervient de façon excessive. Typiquement, donc on parle du Christ de Brera, de l'église en Espagne, aussi appelé le singe, le Christ singe, Monkey Christ, qui a été repeint donc par une paroissienne. Voilà, cette paroissienne croyait bien faire, n'avait probablement aucune idée que ça existait. Ce métier et s'est sentie mue d'une inspiration spirituelle. Elle s'est dit qu'elle allait faire une bonne action. Donc comment en vouloir à quelqu'un comme ça et notamment on dit ça un petit peu en intro sur l'idée que parfois les musées étrangers sont un petit peu plus dans la pédagogie, etc. C'est vrai qu'en France notre métier est très peu vu et très peu visible dans les musées. Et que justement, les seules fois où on le voit dans la presse, c'est souvent dans la presse, je vais pas dire à scandale, mais on est dans les faits divers, quoi. Et faits divers, et ça va finalement mettre le projecteur sur des restaurations amateurs. Je parlerai même pas de restaurateurs amateurs, parce que là, il y a même pas de profession derrière, il y a même pas de démarche même artistique, c'est juste sur une impulsion comme ça, une fois ou deux. Et une fois, c'est bien, c'est mieux. et qu'est-ce que je disais? Et du coup, voilà. Donc, ces personnes, n'ont aucun moyen de savoir ça, sachant que donc ce qui est relayé par la presse, c'est souvent des cas isolés de réparation intempestive. Et il y a très très peu d'articles qui montrent ce que c'est que la conservation-restauration. Et finalement, ça devient un petit peu élitiste quand c'est traité par de la presse sérieuse.
on dirait tout de suite que c'est que pour les chantiers de Notre-Dame, que pour les chantiers du château de Versailles, le C2RMF, etc. Enfin, voilà. Mais alors, justement, tu dis que ce métier, il est très peu connu, finalement. Pourquoi, selon toi? Il y a pas mal de raisons. J'ai dit, il y a des tiroirs. Hein, On est là pour ça, on a 2 heures, c'est le format de l'émission. Voilà. Alors, pourquoi c'est personnel, mais enfin c'est personnel. Il y a pas mal d'arguments, mais je pense que si ce métier est peu connu déjà d'un point de vue sur le plan national, d'un point de vue même légal, il faut savoir que notre titre n'est pas protégé. Donc, c'est-à-dire que on est obligé, par exemple, de passer par des marchés publics, c'est-à-dire des offres de l'État quand il faut traiter des œuvres appartenant à l'État. Donc ça, c'est une obligation. N'importe qui ne peut pas restaurer une œuvre pour l'État. En revanche, quand quelqu'un touche à une œuvre, si cette personne n'est pas restaurateur, cette personne n'a pas d'amende. Enfin voilà, la loi ne protège pas le titre. N'importe qui peut se proclamer restaurateur. Pour autant, tout le monde ne peut pas travailler pour l'État. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont un petit peu obscures, qui sont pas toujours hyper cohérentes. Et à mon avis, c'est beaucoup lié à l'histoire française de l'artisanat, puisque notre métier est quand même issu de l'artisanat. Pris un tournant scientifique dans les années 80 avec la création des premières écoles, qui dépendent d'ailleurs de l'État, qui sont des écoles publiques. Avant la création de ces écoles-là, l'artisanat, la restauration, ça prenait en atelier, parce qu'on était ébéniste, parce qu'on était relieur. On apprenait à réparer. Et on réparait avec les mêmes outils et les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la création. Donc, en France, on a une longue histoire de l'artisanat qui est très liée aux corporations, aux guildes, extrêmement cloisonnées. Et pour moi, c'est ce qui a longtemps bloqué justement le dialogue entre le pouvoir et les classes artisanales. Et c'est après la Révolution qu'on va voir un petit peu ces classes s'effacer, justement, avoir plus de dialogue entre le pouvoir et les classes artisanales. Mais je trouve, et j'ai observé lors de stages dans des très grandes maisons, des grandes institutions françaises anciennes, qu'on a encore beaucoup cette séparation entre corps d'État, entre les divers artisans, les théoriciens, les penseurs et la petite main. Petite main est un terme extrêmement péjoratif qui est souvent employé pour complimenter, dire qu'on fait un travail très fin, très délicat. Mais il faut savoir que c'est un terme péjoratif puisque ça veut dire main d'œuvre à bas prix, qui exécute les basses besognes. Donc c'est souvent les enfants ou les femmes qui ont les doigts fins et qui sont mal payés et dans l'ombre, qui n'auront jamais les gloires. Donc je pense qu'il y a beaucoup ça. D'ailleurs, c'est un métier qui est très féminin. Et pour autant, on peut vraiment faire de très très belles carrières parce que finalement, vu qu'on va dire que c'est assez uniforme niveau genre, en fait, maintenant la hiérarchie se fait dans la profession et on peut faire de très belles carrières. Mais pour autant, on peut le ressentir vis-à-vis de certains clients, ça peut un petit peu bloquer aussi niveau crédibilité. Voilà, il y a plusieurs raisons comme ça. Et puis enfin, je dirais la troisième raison, il y en a plein d'autres, mais les raisons principales. La troisième raison, c'est que c'est un métier qui attire des introvertis, très souvent. Et je te le disais avant de commencer notre échange, et je le dis sans honte parce que maintenant ça va, ça y est, je débute. Mais même moi, j'avais de l'appréhension avant de prendre la parole. Je dis en rigolant que je fais partie des plus extravertis du métier, et je pense que mes consoeurs en riront parce que c'est plutôt vrai. Je suis dans la partie qui parle. Et je suis moi-même plus à l'aise parfois dans mes réserves, quoi. Donc voilà, il faut nous sortir un petit peu de là. Et voilà, entre l'individu et les institutions, il y a un vrai travail à faire pour que les deux sortent de la réserve. Bon, alors t'as déjà plus ou moins répondu à la question, mais en gros, on peut pas dire du coup, comme le célèbre chef Gusteau dans Ratatouille, que tout le monde peut faire de la restauration. On peut restaurer tout, mais pas. Non, c'est pas du Sacha Guitry qu'on va faire. Oui, non, tout le monde peut pas le faire dans le sens où c'est toujours difficile de dire ça parce que ça. Je veux pas être manquer d'espoir, je sais pas comment dire ça, de casser les rêves de certaines personnes. C'est pas que tout le monde peut pas le faire. C'est comme plein de métiers, c'est un métier de vocation, je dirais, plutôt que de passion. C'est un métier qui est assez difficile à faire si on n'est pas complètement immergé dedans, pour plein de raisons différentes, parce que le statut juridique est compliqué, parce que du coup, il faut monter des grands dossiers pour répondre au marché public, parce qu'on n'est pas beaucoup, parce que c'est pas reconnu. Voilà, donc c'est un métier qui demande pas mal de choix sur la vie, sur le plan personnel notamment.
et qui demande vraiment de s'investir dans sa carrière pour en vivre. Donc c'est plutôt dans ce sens-là où c'est pas forcément pour tout le monde, plutôt que de dire que c'est pas pour tout le monde parce que soi-disant tout le monde peut pas faire des choses de ses 10 doigts. Voilà. Donc non. Quand tu dis que c'est un choix personnel à faire, est-ce que justement, on y reviendra après, mais est-ce que du coup tous les conservateurs-restaurateurs travaillent en atelier ou est-ce que tu dois être amené à bouger en fonction des œuvres ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être le moment de parler un tout petit peu de ma spécialité. En fait, ça va dépendre beaucoup de la typologie des œuvres, ça va dépendre des diplômes et ça va dépendre du type de chantier. Donc, en gros, ouvrons des tiroirs et je vais essayer de les refermer au fur et à mesure. Moi, ma spécialité, c'est conservatrice-restauratrice des arts graphiques, ce qui veut dire les arts de la ligne. C'est assez flou comme terme parce qu'en fait, ça voudrait dire et l'écriture et le dessin et la gravure. En fait, c'est un peu un terme fourre-tout et je trouve que c'est plus correct, même si c'est pas le nom officiel, le diplôme officiel, de dire conservatrice-restauratrice du papier et du carton, puisque le carton, c'est un papier épais. Et là, on comprend mieux parce qu'en fait, ça englobe tous les objets composés de la structure papier ou carton. Donc, en fait, les conservateurs-restaurateurs s'organisent plus par structure et support d'objets plutôt que par technique. Quand on est restaurateur de peinture, ça ne veut pas dire qu'on restaure la peinture sur la pierre, la toile, le papier, le tissu. Ça veut dire plutôt qu'on est conservateur-restaurateur de tableaux, donc sur toile et sur panneau. Donc en fait, c'est plutôt la notion de type d'objet et de support à la fois. Bon, il y a un peu des trucs dans les... Et conservatrice-restauratrice de papier inclut également le parchemin, puisque le parchemin, c'est de la peau, ce qui n'a rien à voir avec la fibre végétale du papier. Mais on retrouve les mêmes techniques graphiques, gouache, dessin, craie, etc., parce que le parchemin est une surface blanche et lisse. Donc, ça sert aussi à faire des livres. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu... Voilà, faut un peu décloisonner et arriver à ensuite recréer un regroupement de types d'objets. Vis-à-vis de ça, moi, ça veut dire que mes clients, ça va être des institutions, donc des bibliothèques, des musées, des archives, ou des collectionneurs privés, ou une famille qui a un truc dans le grenier, à une grand-mère. Enfin, voilà, ça peut être une fois. Et du coup, selon ses clients et selon le type d'objet, en fait, soit on travaille dans un atelier, soit on travaille en chantier. Voilà, ça dépend de pas mal de choses. Il faut savoir qu'en France, les conservatrices-restauratrices travaillent exclusivement en indépendant. Il y a assez peu de place dans les musées, contrairement à nos homologues anglophones qui ont des très très grandes équipes en général de conservation-restauration dans les musées. En France, c'est souvent décentré. Et donc, quand on travaille pour les institutions, on doit répondre à des marchés, des appels d'offres. Donc, c'est comme un site d'offres d'emploi, en fait. Il y a écrit, voilà, pour le chantier de, par exemple, là, il y en a un qui est passé, c'est public, tout le monde peut consulter en ligne pour voir un petit peu les futurs chantiers français. Il y en a un, par exemple, c'est la maison de Pierre Loti, qui est un orientaliste du début du XXe siècle, qui a une maison complètement délirante près de la Rochelle, avec des espèces de styles orientaux, marocains. Il a fait déplacer tout le plafond d'une mosquée chez lui. Enfin voilà, c'est un délire. Et là-dessus, par exemple, c'est un chantier où il y a de la conservation-restauration de bois, conservation-restauration de papier peint, conservation-restauration de céramique. Donc on fait un appel d'offres. Et là, il y a toutes les conservatrices-restauratrices de chaque discipline associée qui se jettent dessus et qui montent un dossier pour espérer remporter le marché. Donc là, c'est une maison, on ne peut pas se déplacer, on va sur place. Parfois, le marché, c'est il y a 8 mètres cubes linéaires à restaurer aux archives nationales. Bon, les conservatrices-restauratrices art graphique appellent et là, c'est des caisses qui vont être emmenées dans l'atelier. Enfin voilà, ça dépend. Mais alors, du coup, dans ce cadre-là, est-ce que par rapport aux anglo-saxons, on peut dire qu'en France, du coup, tu me parlais du fait que vous êtes très introverti, il y a beaucoup plus de concurrence aussi peut-être que dans le monde anglo-saxon. Enfin, ça se manifeste dans le travail en équipe, j'ai envie de dire, même si a priori c'est quand même un métier qui est plutôt solo quand il faut se concentrer. Oui, je saurais pas dire s'il y a moins de concurrence ou plus de compétition à l'étranger. C'est toujours difficile à dire avec la barrière de la langue, même si j'ai eu un petit peu l'occasion surtout de faire des longs stages en Angleterre, etc. Je saurais pas vraiment dire s'il y a plus de compétition.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a une importance des diplômes qui est très culturelle. Et donc, forcément, peu importe la valeur du diplôme, parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de diplôme. Il y en a qui sont niveau 1, niveau 2, d'État, etc. Peu importe même ce niveau de diplôme, dans les mêmes niveaux, il va y avoir forcément un sentiment que chacun n'a pas appris la même chose, n'a pas la même compétences au même endroit. Et je dirais que c'est vrai. En fait, je trouve que tous les diplômes ont des compétences qui se valent au final, mais qui n'amènent pas forcément, enfin, qui sont pas égales aux mêmes endroits, en fait. Il y a des jauges et puis c'est pas rempli de la même façon, je trouve, selon les formations. Donc, il y a une forme de défiance parce que le métier est difficile et concurrentiel, et puis c'est des longues études, donc forcément, quand on en sort, on veut s'en sortir. Mais j'ai observé que cette compétition qui existe beaucoup pendant les études et qui est, je me permets de le dire, même si c'est à titre personnel, parce que pour avoir énormément parlé avec plein de consoeurs de plein de formations différentes, en fait, c'est toujours la même. On dit toute la même chose de toutes les formations. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça s'efface beaucoup. Donc, en fait, quand on arrive en général dans la 3e année, soudain, on s'en fiche complètement, la plupart du temps, bien sûr, des diplômes. Ça n'a plus trop d'importance parce qu'on commence à faire des rencontres dans le milieu et on commence à se rendre compte qu'en fait, on a besoin des unes des autres. C'est un métier qui est tellement vaste, qui est tellement difficile, tellement technique, avec tellement de tiroirs, quoi, de notions. Par exemple, quand on conserve, j'en sais rien, la maison de Pierre Loti, il y a tellement de matières différentes, on peut pas juste arriver et dire bon, moi je prends les papiers peints et puis je rentre dans mon atelier et je parle pas aux autres. C'est pas possible parce qu'il va falloir demander au conservateur restaurateur de bois de démonter les chambranles en bois des portes. Il va falloir demander, enfin, on a besoin en fait des uns des autres et ça c'est intéressant parce qu'en même temps le patrimoine, et c'est un petit peu kitsch ce que je veux dire, mais le patrimoine c'est un partage et c'est composé de plein de matières, souvent de plein de cultures dans le sens social, hein. Les objets sont créés par plein de personnes différentes et on retrouve ça au moment de les conserver. On a besoin d'être plusieurs en fait pour s'en occuper. Mais alors, s'il y a de telles spécificités, ça doit foutre une pression pas possible quand t'arrives près de la retraite et que tu te dis merde, il y a pas grand monde qui sait faire juste pile poil ce que je fais. Il faut que je trouve quelqu'un qui le transmette, non? Parce que, typiquement, j'étais à Tours il y a pas très longtemps. Je suis allé rendre visite à je sais pas si on appelle ça comme ça, une encadreuse, une cadreuse, une encadreuse qui fait des cadres, et elle me disait bon bah voilà, moi je vais former une petite jeune là, bon ça va, elle est cool, mais enfin tu sentais qu'elle était contente d'avoir trouvé enfin la personne quoi à transmettre. Est-ce qu'il y a cette notion là aussi, ou est-ce que ça passe vraiment que par les formations, les études, et ça on va peut-être y revenir sur qu'est-ce qu'il faut faire vraiment comme étude pour aller vers ce métier? Oui, justement, en fait ce que tu dis sur l'encadreur, c'est très vrai parce que c'est un métier qui est complètement lié à l'artisanat. En encadrement, il n'y a pas de besoin éthique, on est vraiment dans de l'esthétique. Quoique, vu qu'on doit encadrer des œuvres anciennes, on devrait avoir beaucoup plus d'éthique. Mais aujourd'hui, pour avoir fait plusieurs formations avec des encadreuses, les formations en encadrement en France n'amènent pas du tout cette part éthique. Donc en fait, tu peux complètement transmettre la technique à une apprentie qui passe en général par des écoles. Il y en a une à Paris notamment. Mais en soi, tu pourrais complètement, je pense, passer un petit peu par des chemins de traverse hors école. Et si tu as du talent, et c'est toute la différence avec la conservation-restauration, si en artisanat ou dans des métiers d'art, tu as du talent, tu peux t'en sortir sans diplôme, je crois. Je veux pas du tout dénigrer, par contre, les personnes qui ont des diplômes, etc., parce que tu auras des compétences placées, encore une fois, à des endroits différents. Les personnes qui ont fait des beaux-arts seront jamais les mêmes artistes qu'un autodidacte. Ça veut pas dire qu'il y en a un meilleur que l'autre, mais voilà. Pour être bien clair, je tiens pas à dire que voilà, c'est chacun a pas les mêmes compétences au même endroit. Mais la grosse différence donc en conservation-restauration, c'est cette notion éthique. Et cette notion éthique, elle est difficile à transmettre juste par apprentissage, je pense, parce que forcément, tu vas faire du téléphone arabe et il y a forcément un moment où quelque chose va se perdre. Et aussi, les formations, donc c'est des formations de master. Il y a au moins 2 points importants que tu trouveras pas en apprentissage. Tu as toute la partie scientifique, technico-scientifique. Donc en fait, on fait énormément de tests en laboratoire, des analyses avec des grandes machines, etc. que tu as rarement en atelier indépendant. Donc faut passer par des écoles, des institutions. Et puis ensuite, tu as toute la partie formation en stage, et notamment en 5e année, et parfois même les années d'avant, mais c'est moins obligatoire, mais en 5e année, tu passes l'année à faire plusieurs stages en institution, et là tu te formes aux côtés des pros dans des musées, et là tu apprends des trucs que c'est pas que quelqu'un te l'apprendra pas en apprentissage, mais
ça doit passer par une institution, en fait. Dans un atelier privé, tu auras forcément un biais, je pense, de pratique, en fait. Parce qu'il y a moins cette confrontation. C'est une grosse part du métier, en fait, c'est tout le temps rester à jour. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile, c'est de tout le temps se mettre à jour parce que chaque année, tu as des nouvelles avancées scientifiques. Et c'est un métier hyper récent, la conservation-restauration. Hein. Du coup, dans le sens scientifique, ça date des années 80. Donc, ça a grandi tout le long du 20e et ça se cristallise à peine, quoi. Et c'est un petit peu comme si on avait inventé la médecine moderne à la fin du XXe siècle, quoi. Donc, on a encore tout à faire. On est en parallèle avec des médecines douces, des médecines traditionnelles. Ça ne veut pas dire que les médecines traditionnelles sont pas bonnes, mais voilà, ça va être peut-être un petit peu plus confus. J'ai pas le bon terme, mais ouais. Et alors tu nous parlais d'un master, donc c'est quoi? C'est en 5 ans. Où sont les écoles? Comment font les gens qui sont actuellement dans le chat pour s'inscrire tout de suite et devenir conservateur-restaurateur? Tout de suite maintenant. Alors déjà, oui, donc c'est un master. Alors t'as des licences en 3 ans où c'est les diplômes de conservation des biens culturels. Donc là, tu es beaucoup plus sur la partie, ce qu'on appelle conservation préventive. C'est-à-dire que alors, attention, les termes sont terribles. Hein. Conservation préventive n'a rien à voir avec le conservateur de musée. C'est beaucoup plus lié à la conservation-restauration. Mais ça veut dire que tu n'interviens pas sur l'objet, tu le touches pas vraiment. Ou alors tu le dépoussières. Mais conservation préventive, c'est toute la gestion des risques environnementaux. Donc il y a 11 facteurs de risque et genre les inondations, les incendies, les insectes, les êtres humains. Et en fait, tu vas gérer tout autour de l'objet sans le toucher, entre guillemets, pour que tout se passe bien. Et ensuite, s'il faut intervenir, là, tu fais appel à un conservateur-restaurateur pour toucher l'objet. Donc ça, c'est en licence. En général, c'est 3 ans. Ensuite, tu as 1 ou 2 ans pour les masters, 1 ou 2. Et ces diplômes, et puis ensuite tu peux faire des années de recherche en plus. Et ces diplômes s'obtiennent donc t'as 4 écoles publiques en France. Il y a Paris 1 qui dépend donc de l'université de la Sorbonne, qui a pas mal de disciplines différentes. T'as spécialité textile, spécialité art graphique, livre. Photo, je ne vais pas dire de bêtises, ouais. Et puis, tu as l'INP, l'Institut National du Patrimoine, qui est à Aubervilliers, en banlieue de Paris, où, pareil, il y a à peu près les mêmes disciplines. Tu as Avignon, qui a notamment une spécialité peinture et surtout art contemporain, et la spécialité sculpture à Tours. Donc ça, c'est les 4 formations publiques. Ensuite, il y a des écoles privées. Inutile de dire qu'entre école publique et privée, il n'y a pas les mêmes accréditations vis-à-vis de l'État et notamment de la commande publique. Voilà. Et puis ensuite, tu as des formations beaucoup plus courtes, mais qui rentrent pas dans la conservation-restauration, donc avec le sens éthique, voilà, qui vont être traditionnels et j'aurais tendance à dire que c'est vraiment des métiers différents et tu n'auras jamais cette part éthique et on ne travaille pas pour les musées quand on fait ces formations-là. On est beaucoup plus dans une démarche donc interventionniste, c'est-à-dire qu'on pousse vachement sur l'objet et voilà, c'est pas forcément orienté vers le patrimoine et ce que tu transmets au futur, mais beaucoup plus sur l'instant présent et le client, quoi. C'est beaucoup plus pécunier, en fait. Voilà un petit peu pour les formations. Et alors, pourquoi ces spécialités à ces endroits en particulier? Est-ce qu'il y a une histoire liée à chaque ville qui accueille des spécialités ou pas du tout? Tu me poses une colle. mais le talent de conservateur-restaurateur, c'est de dire quand on ne sait pas. Ah mais ça c'est oui, tout le temps, il faut, ça fait partie de tous les métiers. Voilà. Je peux toujours répondre et broder puisque pareil c'est aussi un métier d'analyse et surtout de théorie à n'en plus finir. Je suis quasiment certaine que la restauration peinture sera toujours quasiment partout parce qu'en fait dans l'histoire c'est l'œuvre d'art qui a entre guillemets le plus de valeur. C'est une question de technique, de moyens financiers. Le pigment est cher, c'est très long à fabriquer. Enfin voilà, c'est aussi des œuvres qui sont pas répétitives entre guillemets. On les fait pas plein de fois. C'est une œuvre unique. Donc en général, la peinture a une valeur voilà un petit peu supérieure, qui est pas toujours justifiée, mais même dans l'idée mentale en fait, voilà c'est un concept. La peinture a plus de valeur. Je le vois en tant que conservatrice, restauratrice, art graphique, papier. C'est pas les mêmes clients que j'ai et ils vont pas faire conserver la même chose que chez des concerts qui font des tableaux et qui ont bien plus de. Ça veut pas dire qu'elles ont plus de travail que moi,
Mais elles auront même des croûtes, en fait. Et je le dis sans aucun mépris, c'est super que les gens fassent restaurer des œuvres de moins de valeur qui leur font plaisir, mais c'est pas forcément des choses de grande valeur. Moi, en conservation, restauration, papier, j'ai beaucoup plus de choses de valeur, parce que souvent, les gens, ils se disent, bon, bah là, je mets le budget, en fait, parce que ça veut pas dire que c'est toujours très cher, mais je sens que les gens ont pas la même démarche, en fait. Voilà, parce qu'on met les choses au fond d'un tiroir. Donc oui, le papier se met plus au fond d'un tiroir que sur un mur, donc aussi on a moins envie d'investir. Donc ça peut expliquer qu'il y ait plus de formation de restauration de tableaux. Par contre, j'ai pas la réponse sinon pour le reste. Alors, tu nous disais tout à l'heure que finalement cette notion de compétition, elle passait un petit peu vu que chacun a ses spécialités et que tout le monde essaye de s'aider. On a besoin un petit peu de chacun de l'un de l'autre. Est-ce qu'il y a des réseaux de conservateurs, restaurateurs qui se forment? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a une concurrence entre ces réseaux? Alors, on est dans le complot là. Monsieur a écrit un livre sur l'anti-complot et ça y est. On parle de réseautage. Non, mais c'est très bien le réseau, surtout sur un métier comme ça. On a besoin de fortifier ces liens. Je rebondis sur le tout début de ta phrase. Je sais plus comment t'as dit, mais il y a un point dans l'écho. Je crois que c'est vers le 14, mais je dis un des articles qui dit justement qu'il faut entrer et que c'est un impératif du conservateur-restaurateur de s'entraider avec tes collègues et d'apporter tes compétences là où quelqu'un ne les aura pas forcément. De la même façon, évidemment, qu'il ne faut pas conserver, restaurer un objet dont ce n'est pas ta spécialité, si tu t'en sens pas capable, etc., etc. Mais parallèlement, on te dit bien d'aider les autres, même hors spécialité. Et aussi en cas d'urgence, de danger, donc inondation, etc., l'éco dit que tu dois, c'est un peu nos 10 commandements, quoi. Voilà, c'est les inondations. Eh ben, tu dois intervenir, qu'importe ta spécialité, sur n'importe quel objet en péril, comme un médecin. Voilà, t'es cardiologue, bah on s'en fiche. Si quelqu'un s'est coincé une jambe quelque part, t'y vas. Voilà, donc l'entraide, oui, est hyper importante. T'as donc plusieurs organismes. T'as donc l'ICOM, qui est l'organisme international. Il y a une branche qui est comme France, donc tu peux rentrer en tant que membre. Et spécifique à la France, tu as la Fédération des restaurateurs, la FFCR, qui réunit principalement des professionnels des diplômes publics. Après, en faisant des VAE, donc ce qu'on appelle les validations acquis expérience, même si tu as un autre diplôme, tu peux rentrer aussi, tu peux faire une candidature dans cette fédération. Et c'est une façon d'avoir un annuaire sûr en ligne aussi pour les clients, parce que c'est le truc le plus compliqué finalement quand tu es client en particulier, parce que là, je parle beaucoup des institutions. Ce qui est difficile, c'est de savoir finalement vers où tourner. Tu as une œuvre, tu regardes sur Internet, si tu te poses un petit peu plus de questions que prendre le premier de la liste Google, tu sais pas juger de si le professionnel il va bien s'occuper de ton œuvre. Et donc la FFCR s'occupe un petit peu de garantir cette sécurité-là. Ça veut pas dire que tous les meilleurs conservateurs-restaurateurs sont à la FFCR. Par contre, ça veut dire qu'a priori, toutes les personnes de la FFCR te feront un travail ultra éthique. Safe. Et éthique, ça passe aussi notamment par les tarifs. Ça passe par un alignement, enfin voilà. Donc ça c'est hyper fort justement. Ouais. Maintenant qu'on a défraîchi, je veux dire le gros du métier, on va essayer de rentrer un petit peu dans le dur et on va se concentrer sur ton activité à toi, à l'Opératorium. C'est quoi l'Opératorium? Alors l'Opératorium, déjà, c'est l'occasion de clarifier ce nom que personne ne comprend. Même si je suis contente puisque c'est un nom qui se retient bien, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est l'Opératorium en latin parce que je suis snob, et c'est l'opéra dans le sens de l'œuvre, l'ouvrage. Opérer, ça veut pas dire forcément la chanson, hein. C'est le fait d'opérer, c'est le fait d'œuvrer, donc créer un ouvrage. Et la différence entre ouvrage et œuvre, c'est qu'un ouvrage, c'est n'importe quelle création manuelle, hein, ça peut être une godasse, mais l'œuvre, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose où tu apportes quelque chose d'intellectuel et d'unique dedans. Donc une émotion, un sentiment, un concept, une idée politique, voilà. Et du coup, opératorium, c'est un terme qui existe depuis la Renaissance, mais qui a été surtout très en vogue au XVIIIe, notamment pour désigner les études de notaire. Parce que le notaire est une personne très organisée, dans sa petite bulle silencieuse, qui œuvre à quelque chose de très précis et de très spécifique.
Donc voilà, donc c'était un peu retrouver toute cette notion opératorium, de lieu où on opère de façon très spécifique, voilà, avec des codes et sur des choses uniques, surtout des objets où il y a une individualité, quoi. Et c'était une façon de me détacher un petit peu de la notion d'atelier aussi. Il y a pas mal de conservateurs restaurateurs qui appellent leur lieu de travail atelier, tout simplement. Mais comme j'aime bien faire les choses de façon compliquée, je cherchais un nom qui faisait pas que atelier, parce que je voulais un petit peu me détacher justement de cette notion d'artisanat que j'admire profondément. Mais je trouvais ça important dans la pratique d'avoir un mot hybride. Voilà, c'est mon cerveau qui part un peu loin, quoi, pour pour me donner du style. Mais voilà. Je retiens que pour toi, latin c'est snob, donc nota bene, je suis aussi, je suis dans le club, quoi. Ouais, c'est bon. Donc l'opératorium, c'est ta boîte. Tout à fait, c'est mon entreprise de conservation-restauration, donc on est sur de services. Et voilà, je suis en auto-entreprise, je vais bientôt évoluer en société, etc. Parce que je m'associe notamment avec une collègue et une très bonne amie, Perrine, qui est conservatrice restauratrice de tableaux, donc sur toile et panneaux en bois. Et on est en train c'est la super nouvelle, on est en train d'aménager un plus grand atelier qu'on va partager et mettre en commun, justement. Je dis pas juste ça pour dire on a un nouveau lieu de travail, mais parce que dans le sujet, c'est hyper important de s'associer, en fait. Et on parlait de fédération, de réseau. Les personnes qui travaillent en groupe ont des entrées différentes dans le milieu. Voilà, on peut répondre plus facilement aux commandes publiques, on peut investir dans du matériel parce que le matériel est hors de prix, souvent, donc tu peux acheter des machines en commun, voilà. Et puis juste le plaisir de la recherche, de l'émulation collective, parce qu'on est des geeks du patrimoine et on adore juste échanger des idées, faire des tests en mode scientifique et tout, voilà, donc ça c'est chouette. Donc ça c'est l'Opératorium, c'est ma boîte qui existe depuis 2016, depuis que je suis diplômée. J'ai pas précisé, mais pour les gens qui cherchent à faire ces études, souvent il y a les gens qui sortent du bac qui font ces études, et puis il y a des gens qui font d'abord histoire de l'art ou des prépas de chimie ou des choses comme ça. Fermez la parenthèse. Voilà, donc l'Opératorium, donc ça c'est ma boîte depuis 2016, et puis à côté de ça, je pense que ça se voit que je suis quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, et du coup je suis très passionnée aussi par la technique artistique, et du coup j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle aussi l'Opératorium, où j'essaie de partager sur le patrimoine. Donc c'est pas une chaîne d'histoire de l'art dans le sens un peu plus classique du terme, où on va analyser des tableaux, analyser des courants artistiques, c'est quoi l'impressionnisme, pourquoi il a un parapluie, voilà. J'essaie plutôt d'apporter cette notion de patrimoine. Donc c'est plutôt l'histoire de ceux qui ont construit l'art, comment ils réfléchissent, comment ils s'organisent, quel impact économique la société a sur la façon dont les artistes s'approvisionnent en pigments. Les pénuries, elles vont changer le courant artistique parce que je dis n'importe quoi, mais t'as plus de rouge, donc tu peux plus créer tel type de tableau. Enfin, voilà, c'est plutôt cette histoire-là qui est liée à la restauration, quelque part. Et ce qui est rigolo, c'est que tu fais le distinguo avec l'atelier. Enfin, tu dis opératorium, c'est pas un atelier. Et par contre, sur YouTube, tu dis secret d'atelier. Ouais, t'as vu ça? C'est parce qu'il fallait un pseudo où c'est un petit peu aguicheur, tu vois, quand tu commentes et que tu vois et que tu te dis parce que l'Opératorium, on savait pas ce que c'était. Je me grille toute seule. Non, mais oui, c'était pour le secret d'atelier, pour le coup, l'atelier d'artiste. Voilà, l'atelier d'artisan, l'atelier d'artiste. T'as un peu les deux en même temps, l'Opératorium et du coup, d'ailleurs, cet atelier, il sera, je sais pas si c'est un secret ou pas, il sera sur Paris, il sera sur Tours. C'est un secret d'atelier. Non, ça sera à Paris 13, vers Bibliothèque François Mitterrand, donc dans le sud de Paris. Ça y est, on a les clés, on est en train de finaliser l'installation et voilà. Et alors, je pense que ça m'intéresse, mais ça nous intéresse, je pense, ça intéresse tout le monde. Justement, quel type de clients vous avez là? Vous avez du public et du privé? Oui, il y a les deux. Donc, alors ma collègue, donc Perrine, qui est conservatrice restauratrice de tableaux, elle a repris des études. On a fait la même école, en fait. On s'est rencontrés en première année. On a fait nos cours ensemble. Et puis, moi, je suis partie à Lyon un certain temps, deuxième, troisième année, puisque l'aspect papier partait à Lyon, pour X raisons. Je suis revenue à Paris, on s'est un peu retrouvés. Et puis, après le diplôme, elle est repartie en Italie, faire un deuxième diplôme, un deuxième master en sciences de la conservation, donc beaucoup plus axé analyse vraiment physique, microscopique, prélèvement d'échantillons, de strates, etc. Et du coup, ça a mis 3 ans avec le Covid.
Et donc, elle est revenue seulement l'année dernière. Donc, en fait, on a développé nos clientèles très différemment. Donc, voilà, je précise ça pour ensuite préciser quel type de clientèle on a. Moi, en démarrant, j'avais surtout une clientèle de privé, qui est maintenant en train de devenir surtout une clientèle d'institution. Donc, c'est-à-dire qu'avant, j'avais vraiment des personnes qui viennent souvent pour un seul objet dont ils ont hérité. Donc, une gravure, un éventail, des choses comme ça. Et puis, petit à petit, je m'attache de plus en plus à travailler pour des institutions. C'est un autre type de clientèle. En fait, ça amène pas du tout le même type de réflexion, ni le même type d'outils, de manœuvres, parce qu'il y a souvent beaucoup plus cette part beaucoup plus impersonnelle, en fait. On travaille vraiment de façon destinée au public plutôt qu'à un seul client. J'essaie de préciser ça. Je sais pas si c'est bien clair. Tu peux. J'essaye. En gros, un client privé, souvent, il a une idée de la restauration assez traditionnelle. Très souvent, hein. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Donc, il a un truc abîmé, veut que ce soit tout beau, tout propre, tout brillant, clinquant. Ça, c'est souvent le cas. Moi, en tant que conservatrice, restauratrice, formée à l'éthique de la profession plutôt qu'à l'aspect uniquement esthétique traditionnel, je vais dire, est-ce que je peux vous conseiller, avec beaucoup de diplomatie, plutôt de faire un peu moins et un peu plus éthique. Et puis, dans ces cas-là, il arrive en général deux trucs. Tu as la personne qui dit « Ah, super, je ne savais pas. Je préfère aller dans votre sens si c'est mieux pour mon patrimoine. » Et puis, tu as des gens qui sont en mode « Ah non, du coup, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ce soit tout propre, tout lisse, tout brillant. » Voilà. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus avec ma démarche, finalement, de m'orienter beaucoup plus vers la démarche éthique. Au-delà de croyances personnelles ou autres, moi, ça me stimule plus d'être dans la recherche, d'être dans la réflexion de comment on transmet quelque chose, un patrimoine commun à la postérité au plus grand nombre, sans dénaturer, sans détourner l'objet. Et ça, c'est quelque chose que je trouve moins souvent dans la clientèle de privé. C'est là, mais moins souvent. Donc finalement, je travaille de plus en plus pour des institutions, bibliothèques, archives, musées. Voilà, et de plus en plus, ça va être ça. Et Perrine, qui a commencé, ça fait un petit peu pareil. Elle est plutôt sur des collectionneurs privés pour l'instant. Mais petit à petit, il y a des institutions qui arrivent parce que tu te fais connaître, parce que aussi, moi, j'apporte ma propre clientèle d'institutions. Voilà. Alors, cas pratique, admettons, j'ai, je sais pas, un membre de ma famille qui était pas très sympathique, mais qui a tenu un journal qui pourrait être assez utile, et disons que un type qui porte des lunettes a planté un croc de basilic dans ce journal, mais j'y tenais. Comment je fais Je viens avec mon petit journal, je te le donne, et je dis, j'y tenais beaucoup. Comment tu fais C'est quoi les différentes étapes du processus après m'avoir dit, c'est pas très éthique, c'est éthique, voilà. Déjà, je dis, monsieur, mettez immédiatement ce truc dans ma pochette sous scellé parce que c'est ultra poison. Je vais mettre mes gants en nitrile et pas en coton blanc. Si ceux qui ont vu ma vidéo, on ne met pas les gants en restauration, on met des gants chirurgicaux et pas en coton parce que le coton n'est pas bon pour les œuvres, ça agrippe les petits morceaux et tout, c'est pas terrible. Bon bref, donc si tu arrives, déjà je te dis ça parce que c'est dangereux. Et ensuite, comment je vais m'en occuper Alors en réalité, blague à part, toi tu me contactes, je vais te demander un max d'infos. Donc, soit tu m'apportes l'objet, soit tu m'écris un mail et je te demande plein de détails. En fait, je fais une fiche d'identité. Pour caricaturer mon métier, c'est un petit peu plus habit de NCIS qu'autre chose, quoi. Donc, je vais faire une fiche pour ceux qui ont la ref. Je fais une fiche finalement de crime, quoi, en mode nom, prénom, âge, hauteur du patient, dimension, voilà. Et ensuite, je vais faire plein de photos sous toutes les côtés avec ma petite charte, avec mes centimètres là et mes couleurs pour mes photos, pour avoir l'avant-après, quoi, et pas la photo, le documentaire photo est hyper important pour pas trop s'écarter de l'original, justement. Toujours savoir où tu en es, comment tu avances. Donc voilà, donc on documente tout d'abord d'un point de vue vraiment caractéristique. On observe beaucoup. Puis vient une partie notamment d'observation associée à des tests. Donc, on va faire des tests à la goutte. Donc, on va tester différents solvants pour voir comment réagit ton venin de basilic. Pardon, je sais pas si tout le monde a la ref de ton bouquin. Bon, bref, on va faire des petits tests à la goutte sur ton cuir, sur ton papier pour savoir comment il réagit, pour ensuite savoir qu'est-ce que je vais utiliser donc dans mes traitements, etc., qu'est-ce qui est possible. Toutes ces étapes vont un petit peu les unes avec les autres, mais en fait, tu fais tes tests en parallèle de ta proposition de traitement. C'est-à-dire que tu es en train de constater sur ton objet des dégradations, tu établis des suppositions de comment ces dégradations sont arrivées,
Donc là, tu es en mode, il y a un basilic qui a mordu dans mon bouquin, voilà, ça a fait un gros trou. Il y a des grosses taches noires, c'est sûrement que son venin, il est parti partout autour. Du coup, ça veut dire que le cuir, il est tout boursouflé parce qu'il a été humidifié de façon agressive, etc., etc. Bon, bref, tu essaies d'établir un petit peu toutes les propriétés du bouquin, ce que tu peux plus ou moins rétrograder, ce qui sera pas changeable. Et ensuite, tu fais des propositions de traitement. Et donc, à ce moment-là, tu fais tes petits tests pour voir si tes traitements sont possibles. Et ensuite, tu choisis ta proposition de traitement. Tu te gardes les autres propositions sous le coude au cas où il y a un truc qui vire mal, parce que c'est hyper important de dire que oui, l'erreur est humaine et que le conservateur-restaurateur, son taf, c'est de faire tout en amont pour qu'il n'y ait aucun accident possible, mais surtout, toute sa formation lui sert dans un moment où il y a un imprévu, genre un truc qui finalement réagit pas du tout comme prévu, hop, il sort vite sa proposition sous le coude et il intervient en urgence pour faire autre chose de façon hyper réactive, quoi, comme un chirurgien. Et voilà. Donc en tout cas, je te fais toute cette proposition. En général, je te fais valider d'abord ma proposition pour voir qu'on est bien d'accord entre nous. Et cette proposition, en général, elle est aussi guidée par ce que tu vas me dire toi sur l'objet. Tu vas me dire ça, c'est un point hyper important. Et j'en ai pas parlé en premier. En fait, quelque chose qui est hyper important, peu importe l'œuvre, avant de commencer un traitement de conservation-restauration, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette œuvre. Parce que moi, si c'est juste moi toute seule, encore une fois, en tant qu'individu, je vois l'objet arriver, je me fais ma petite idée, je me dis, ça a l'air esthétique, ça a l'air historique, je fais des recherches dessus, etc. Mais si tu as des informations extérieures, c'est encore plus intéressant parce que tu vas pouvoir être beaucoup plus précis sur ton traitement. Puisque ton objet, il est destiné à la postérité, il vaut mieux savoir comment tu vas le traiter pour le futur. C'est-à-dire que si c'est une archive, tu vas pas remplacer un trou avec un truc, je sais pas, où tu vas réécrire les lettres qui manquent, etc. C'est une archive, tu vas pas réinterpréter le texte, voilà. Par contre, si c'est un tableau avec un gros trou au milieu, une fois que tu as remis une réincrustation de toile, que tu as remis tes mastiques, etc., etc., tu vas pas laisser un mastic blanc en plein milieu. C'est une œuvre esthétique, donc ça n'a aucun sens. Donc en fait, la destination de l'objet, c'est un point hyper important à déterminer au tout début, en fait, avec ton client, ton institution. Et si eux, ils n'ont pas d'informations ou d'indices à te donner, toi, essayer d'orienter ton choix, en fonction du futur, du public futur. On a a priori dans le chat en direct une de tes collègues à qui le Covid a posé beaucoup de soucis niveau clientèle. Est-ce que c'était ton cas toi aussi ? Est-ce que je connais cette collègue ? Maintenant, je suis en train de chercher, tu sais. Non. Alors, moi, non, mais j'ai envie de dire, du coup, force à cette collègue. Je pense que, je sais pas en quelle spécialité elle est. Je pense que ça dépend de plein de paramètres. Moi, je suis dans une grande ville, je suis dans la capitale, donc il y a beaucoup de maisons de vente, il y a beaucoup de spéculation, etc. Et puis, j'avais la chance aussi à l'époque d'avoir mon atelier dans une extension à domicile. Du coup, en fait, j'étais pas du tout impactée par les couvre-feux et tout ça, déjà d'une part. Donc, ça veut dire que je pouvais complètement garder mon rythme, voire avoir un rythme encore plus fou que d'habitude, c'est-à-dire n'importe quoi, parce que quand t'es conservateur-restaurateur, t'as déjà une fâcheuse tendance à travailler le week-end et les soirées. Donc là, donc je travaillais quand même beaucoup. Par contre, c'est vrai que oui, les budgets vont se resserrer, c'est sûr, mais pas à tous les niveaux. Je trouve que les institutions, c'était beaucoup plus compliqué parce que ils essayaient de faire des provisions pour la suite au cas où. Donc moi, c'est à ce niveau-là que j'avais moins de travail. Par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la première année de crise, on va dire, en effet, les gens commandaient moins parce qu'ils s'inquiétaient, etc. Et puis, ils avaient surtout envie de sortir, du coup, le plus possible. Et en fait, la deuxième année, il s'est passé un truc, et je pense que c'est lié au confinement. J'interprète, hein. Je me trompe peut-être. Mais les gens, ils se sont retrouvés tout seuls chez eux. On a bien vu qu'ils achetaient des Lego, n'est-ce pas ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Voilà, disons que les gens, ils se retrouvent à regarder le mur devant leur canapé, et puis d'un coup, ils réalisent que leur gravure, il y a une grosse tache au milieu qu'ils n'ont jamais vue avant, parce qu'avant, ils sortaient, quoi. Et voilà. Et donc là-dessus, en fait, les privés, les particuliers ont été beaucoup plus demandeurs. Et puis, je pense aussi que la crise a recentré aussi le besoin, finalement, proche de valeurs sociales. Et alors, attention, je veux pas faire un truc trop tordu, mais l'art est purement social.
petit aparté sur pourquoi on restaure finalement. On restaure parce que c'est tout ce qui reste après une crise. Pourquoi en temps de guerre, les musées sont attaqués parmi les premiers endroits avec les bases militaires ? Parce que l'art et la culture, c'est la notion d'espoir, de reconstruction. C'est ce qui permet à une société de tenir le coup. On l'a très bien vu dans les camps d'Auschwitz. Quand il n'y a plus rien, les gens créent, les gens partagent, les gens font du support commun. C'est un peu comme dans des thérapies ou des courses relais, quoi. Les gens se transmettent un témoin. Il y a un objet, il y a un outil. Parce que toutes ces personnes qui sont en parallèle isolées, elles ont besoin de quelque chose de tangible, de quelque chose qui est concret, qui se passe des uns aux autres, même si on est tous très différents, et qui va permettre de raconter une histoire. Et surtout de se raccrocher à une réalité. C'est beau ce que je dis. Hein. Mais c'est magnifique. Mais voilà. Mais donc, je pense, donc sans exagérer, puisque le Covid est vécu par plein de gens. Enfin, c'est une crise. C'est vécu par beaucoup de gens avec énormément de désespoir. Et dans ces cas-là, on se raccroche à des choses qui rendent heureux, qui rapprochent, avec ses papiers de famille, une vieille photo. Voilà. Donc, il y avait de la commande à ce niveau-là plutôt, de l'émotion. Est-ce que tu aurais, je sais pas, 2-3 exemples à nous citer d'objets que tu as pu, toi, restaurer ? Oui, absolument. Alors, un truc marrant qui montre un peu la variété d'objets qu'on a, c'était un bulldog mécanique. C'est un jouet pour enfants début 20e, l'époque là où on fantasmait les bêtes sauvages, quoi, l'espèce de retour exotique dans les années 10-20, surtout avec Dali et son tamanoir, là, le peintre Dali, aussi Joséphine Baker avec sa cheetah, sa panthère qu'elle trimballait dans Paris. Enfin, voilà, il y avait cette mode-là. Et du coup, les enfants avaient le même petit bulldog que leurs adultes, mais sur roulette, façon jouet, avec une fausse crinière autour du cou, voilà, en mode jouet de luxe, quoi, pour imiter le lion, avec la tête de bulldog, là, pas content. Et il y a eu plein de jouets comme ça qui imitaient donc ces petites bêtes exotiques de grands bourgeois. Et donc, j'ai eu l'occasion, avec une collègue qui est à Seattle, qui est dans l'ouest des États-Unis, de restaurer cet objet, parce que typiquement, là, c'est un objet dit composite. Un objet composite, ça veut dire qu'il y a plusieurs matières dedans qui le composent. Donc, il y a la structure en papier mâché pour l'animal, et puis dessus, il y a de la laine découpée pour faire le poil, et puis il y a des yeux en verre, les dents, la mâchoire, elles sont en papier mâché peint, t'as des roulettes en bois, et surtout, ce qui est trop marrant, c'est que t'as la crinière en poil aussi, donc ça, c'est matériau organique. Et tout l'intérieur, en fait, t'as un mécanisme qui fait que le chien peut aboyer. Donc, quand t'appuies sur sa laisse, en fait, t'as un principe de vieux klaxon comme les vieilles voitures, qui fait que ça fait un gros corps dans la bouche, quoi. Et ça, donc, c'était un partenariat avec ma collègue Brittany Cox, qui est conservatrice restauratrice d'horloges, ce qui est une spécialité hyper rare. Et du coup, à l'inverse, elle avait besoin d'une restauratrice papier, et du coup, j'avais l'occasion d'aller là-bas à ce moment-là pour un autre événement, et je lui ai filé un coup de main. Donc voilà comment ça répond à d'autres questions, comment on peut aller dans les ateliers de collègues, s'entraider et tout. Pareil, dans les mécanismes, il y a un objet, alors je sais pas si ça se fera parce qu'on cherche un conservateur-restaurateur d'horloges à Paris ou pas loin de la France. Si quelqu'un entend cet appel, l'appel est lancé. C'est un objet incroyable, c'est hyper rare. C'est une horloge façon dentelle, un peu découpée, où en fait les engrenages sont en carton. Donc, il faut imaginer... Mais ça date de quand ? C'est fin 19e. Ah oui, et ça se conserve aussi longtemps, le carton ? Ouais. C'est un carton pierre, donc vraiment ultra aggloméré. T'as même des meubles... T'as eu toute une mode sous Napoléon III, là, avec les meubles noircis, là, très foncés, où c'était le mobilier de Pont-à-Mousson, qui est une région en France, où c'est des chaises... des balayettes, des boîtes, des trucs parfois hyper solides en carton peint et laqué noir, avec des fleurs dessus et tout. Donc c'est assez costaud. Et l'énorme problématique de cet objet qui est ultra stimulante, j'ai des étoiles dans les yeux rien que d'en parler, c'est que tu as ces engrenages en carton. Ben là, il faut faire quelque chose parce que ils sont un petit peu décalés et l'horloge présente plus tout à fait l'heure correctement. Et il y a toute une réflexion à faire en partenariat avec un horloger, parce que moi, j'ai pas du tout les capacités, évidemment, de mesurer le temps et la forme de l'engrenage et tout. Par contre, moi, sur les directives d'un horloger, je peux construire avec des matériaux compatibles, qui est un paramètre extrêmement important dans la restauration, c'est que tous les matériaux que tu ajoutes à un objet doivent pouvoir être retirés à tout moment
et ne doivent pas détériorer plus l'objet. Donc, on est sur des matériaux hyper stables, testés pour leur pH et tout et tout. Donc ça serait un partenariat très intéressant. Ouais. Alors c'est étonnant, du coup, ces deux objets vraiment auxquels on n'aurait pas pu penser quand on t'écoute parler, parce que effectivement, carton et papier, on se dit bah ça va être surtout du bouquin, quoi. Ouais, carrément. Et en fait non, il y a pas que ça. Ouais, ceci dit, le livre a une part très importante et que j'aime énormément. Là, je parle de deux objets un peu insolites parce que c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a attiré dans la spécialité papier et qui fait que je regrette pas du tout. Et ça s'entend dans mon discours, c'est toute cette pluridisciplinarité, c'est le fait que tu vas tout le temps devoir interagir avec des collègues. Une conservatrice restauratrice de tableaux, en soi, ça veut pas dire qu'elle a pas des moments où elle a besoin de l'aide de quelqu'un ou qu'elle sait tout, mais en théorie, t'es toujours sur une surface plane, plus ou moins, toujours sur un format rectangulaire ou ovale. Enfin, c'est plus prédictible. Donc, t'as des difficultés à d'autres niveaux. Par exemple, le type de dégradation pourrait peut-être être plus compliqué à certains moments, mais ça se vaut. Par contre, le type d'objet, c'est tout le temps, quasiment tout le temps esthétique. C'est tout le temps un truc qui se met au mur, quoi. Et moi, ce que j'aime bien en papier, c'est que tu as cette variété. Tu as des paravents, des éventails, des globes, des livres, des gravures, il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de choses différentes. Ouais. On a une question qu'on nous pose. Quelle place prennent réellement les sciences en restauration ? Ayant tenté à 2 reprises le concours d'entrée en restauration à l'INP, mon niveau dans cette matière ne m'a pas permis de passer aux épreuves pratiques, malgré ma participation aux ateliers égalité des chances. J'ai donc abandonné ce projet pour cette raison, mais je me permets de vous poser cette question. Voilà, je remonte cette question. Ah, faut pas abandonner, ça me rend triste. Écoute, je sais pas si c'est rassurant. Moi, je suis absolument pas chimiste ni scientifique de base. J'ai fait un bac littéraire, option cinéma, audiovisuel et arts plastiques et littérature anglaise, donc vraiment pas les maths. C'est vraiment en étant dans le métier, en fait, que j'ai trouvé le sens, en fait, des sciences, et du coup, ça m'a mise dedans un petit peu de force et que ça m'a motivée. Par contre, c'est vrai que les diplômes d'entrée exigent d'avoir un niveau scientifique, on va dire traditionnel. Donc scolaire, en fait, très scolaire, où en effet il faut avoir le bagage sciences, SVT, mathématiques et tout. Donc à part changer pour une autre formation qui se fait pas sur concours d'entrée, type école privée, etc., c'est vrai que les concours d'entrée vont être très axés sciences. Par contre, je dirais vraiment qu'il faut pas abandonner parce qu'on n'a pas le profil scientifique. Moi, je me suis retrouvée au final à participer à développer un matériau pour remplacer le cuir en travaillant des matières polymérisées. Enfin, voilà, alors que je suis pas du tout scientifique, je suis complètement dyscalculique en plus, il faut le dire. Donc, faut pas désespérer, voilà. Mais les concours l'exigent quand même. Ouais. Une autre question, d'ailleurs, peut-être un peu plus technique qu'on nous pose, qui se rapproche un petit peu de pourquoi la vie, mais quelle serait ta réflexion par rapport aux objets dont l'état de dégradation est irrémédiable et qui sont, pour ainsi dire, ruinés ? Quelle pourrait être la limite de ce qui est restaurable ou non, de ce qu'il faut accepter ? Est-ce qu'il faut accepter d'abandonner ? C'est pas facile. En fait, j'ai envie de refaire l'analogie avec la médecine. Quand tu as quelqu'un, alors puisqu'on est dans les comparaisons catastrophes, si tu as quelqu'un de très abîmé, quoi, par un accident, etc., bah en fait, tu vas faire tout ce que tu peux pour. J'espère que ça choquera personne mon analogie, mais déformation professionnelle, très honnêtement. Tu vas faire tout ce que tu peux pour donner à cette personne une vie digne, en fait, avec une apparence qui lui plaît, qui lui correspond. Et c'est un petit peu la même idée avec une œuvre. Tu vas essayer de restituer, retrouver au maximum l'identité de cette œuvre, au plus près de ce qu'elle a été, de ce qu'elle représente pour une culture, un peuple, un artiste, avec ce que tu as. Parce qu'en effet, tu pourras jamais remplacer ce qui manque. Parfois, tu peux faire l'équivalent de prothèse. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire, plutôt que de changer fondamentalement l'œuvre, en fait, tu vas faire des caches par-dessus pour imiter ce qui est perdu. C'est le seul moment, je dirais, où il y a une part artistique dans le métier, au-delà de la réflexion, bien sûr, de comprendre l'esprit artistique, la démarche artistique, d'avoir une sensibilité à l'art. Là, tu peux te retrouver parfois à restituer, mais complètement des zones perdues. Tant que tu vas pas directement repeindre dessus comme on l'a vu et où là en fait tu viens encore plus endommager l'objet. Il faut se dire aussi, il y a une notion très très importante et les sciences ont une part à jouer là-dedans, c'est que donc les sciences évoluent chaque année à toute vitesse, faut tout le temps se tenir à jour. Moi en 6 ans, chaque année j'apprends au moins 2 nouvelles plus en fait, mais au moins 2 nouvelles matières que je découvre et je connaissais pas avant, il y avait pas ça à l'époque.
dans mon jeune temps. Et je suis un petit peu obligée aussi c'est très important de pas trop s'avancer, de pas abandonner ou désespérer d'une œuvre. Et même si quelque chose est perdu, en fait, on va pouvoir parfois reconstruire avec la progression, les avancées scientifiques dans le futur. Donc en fait, il vaut mieux ne pas chercher à rétablir, ce qui est très difficile, d'où l'analogie vraiment avec quelqu'un, par exemple, un grand blessé. Parce qu'en fait, il y a de l'affect qui joue et on a envie très vite de remettre la personne dans la situation où elle était avant. Parce que l'être humain, et c'est pareil avec l'art, puisque l'art touche aux émotions, donc c'est parfois aussi fort, l'être humain a besoin de se consoler. L'incident de Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, le montre très très bien. L'annonce a été faite qu'en 4 ans, ce serait complètement réparé, super beau, encore plus beau qu'avant. Ben non, c'est son histoire d'être abîmé. Ça fait partie de son histoire. C'est une blessure, c'est une cicatrice. On peut pas nier ce qui s'est passé. Et l'histoire est constituée aussi d'échecs et d'incidents. Et ça fait partie en fait de l'histoire de l'objet. C'est vrai qu'on perd des trésors inestimables parfois comme ça, et c'est ça qui est déplorable. Mais pour autant, il y aura toujours assez d'œuvres d'art quelque part sur Terre pour compenser. Et puis justement, le futur amène les nouvelles technologies. En tant que restaurateur, on a une approche un petit peu ambivalente avec les nouvelles technologies parce qu'on se dit mais on peut pas remplacer la matière, c'est pas possible. Par contre, quand la matière est irremplaçable, là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en effet, si une œuvre, quitte à avoir une œuvre perdue, bah, on peut la reconstituer et ça peut être intéressant plutôt que de plus rien avoir. Voilà, je sais pas si ça répond. Mais en tout cas, c'est jamais désespéré dans le sens où, juste dernière petite approche dans l'autre sens, il y a beaucoup de personnes amatrices, alors beaucoup. Disons que dans les amateurs qui se lancent dans des restaurations, il y en a beaucoup qui croient que l'œuvre est perdue de base, et c'est pour ça qu'ils restaurent. Ça, c'est très fréquent. Et il faut savoir que, quelque part, c'est peut-être un petit peu le privilège du conservateur-restaurateur de donner le mot final. Avec cette éthique, avec ce recul et puis cette expérience de voir plein d'objets passer, il n'y a que le professionnel qui peut dire si c'est perdu ou pas. Et en fait, dans bien des cas, on peut faire des petits miracles avec des choses qui ont l'air complètement bonnes à acheter. Il y a beaucoup d'œuvres qui passent à la poubelle. Et j'en ai vu passer des clients qui étaient prêts à mettre des trucs à la poubelle alors qu'en fait, c'est 100 fois sauvable. Et alors justement, comment tu fais pour sauver? Est-ce que tu as le droit de nous parler de tes techniques ultra secrètes ou pas du tout? Secret d'atelier. Non, oui et non. Alors, dans mon éthique, dans ma déontologie, j'ai pas le droit de donner de matériaux. Et d'ailleurs, ça me viendrait pas à l'idée de donner une recette ou un tutoriel. Précisément parce que il y a beaucoup de clients qui viennent chez moi, des privés souvent, avec quelque chose qu'ils ont tenté eux-mêmes, et c'est à moi de réparer les dégâts. Et ça, c'est trop fréquent, trop. Mais encore une fois, je leur en veux pas, parce qu'ils ont essayé, parfois ils croient que c'est trop cher, alors qu'en fait ça va. Ils croient que ça c'est une réflexion qui revient beaucoup, qui est même revenue dans un reportage l'an dernier où il y a un monsieur à la retraite qui a repeint tout un chemin de croix parce que le maire a dit c'était tellement foutu qu'aucun restaurateur voudrait s'en occuper. Mais donnez-nous du travail, nous on est ravis, c'est notre métier, on est payé à sauver des trucs poussiéreux, donc on est ravis. Plus c'est abîmé, plus on s'amuse, entre guillemets, même si ça nous fait pas plaisir. Donc, je sais plus quelle était la question, mais oui. Pour savoir si tu pouvais nous révéler tous tes secrets, pour qu'on pique ton travail. Oui, tout à fait. Donc voilà, je peux pas révéler des infos parce qu'en fait, ça mettrait en danger l'œuvre et du coup, c'est pas un service à rendre à quelqu'un de lui donner un tutoriel. Précisément parce que les études sont longues et que y a une raison à ça, c'est que c'est difficile. Il suffit pas de 3 lignes de texte et de 3 produits et de faire un petit mélange pour que ça marche. Il y a le geste qui joue, il y a quelle zone je fais, par quoi je commence, il y a toute la documentation. La vieille dame qui a repeint le Christ là en Espagne, je suis sûre qu'on aurait pu lui donner les bons matériaux. Ça, c'est un vrai truc. On donne les bons matériaux à quelqu'un, un tuto en 5 étapes, mais elle aurait fait pareil. Pas parce qu'elle sait pas faire, mais parce que elle a pas la formation, tout simplement. Enfin, pas parce qu'elle n'est pas capable, mais parce qu'elle n'a pas l'expérience et elle n'a pas été formée à ça. Sur Twitter, tout à l'heure, j'ai lu, est-ce que cette œuvre en particulier n'a pas plus de valeur aujourd'hui qu'avant? Ouais. Ce Christ, il y a beaucoup de personnes. Ce Christ, c'est 19e, c'est une peinture sur mur en Espagne, comme il y en a 40 000. Ça n'a pas de valeur sur l'échelle temps et sur la quantité aujourd'hui.
À la Renaissance, on s'est empressé de foutre à la poubelle tout le Moyen-Âge en disant que c'était moche et en plus, il y en avait trop parce qu'en fait, c'était très proche en termes de décennies, entre guillemets. Et du coup, on a l'impression que ça serait jamais perdu. Aujourd'hui, moi, il y a plein de personnes qui abîment beaucoup de gravures 19e parce qu'il y en a eu tellement des gravures 19e. On faisait des tirages en 100, 200 exemplaires, donc on se dit on s'en fiche. Mais le jour où il y en a plus que 2, bah, on va se battre en fait pour les garder. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la conservation, de pourquoi on conserve les œuvres d'art, même quand il y en a plein. À quoi ça sert? Bah, c'est important d'avoir un grand échantillon du type d'objet. J'avais vu cette photo géniale de casques. C'était des casques spartiates. Je saurais pas dire de quand, mais c'était clairement avant notre ère grecque. Ils étaient tous côte à côte dans une réserve. Et il y a quelqu'un qui disait, mais ça sert à quoi de garder tous ces trucs de ferraille dans une réserve pour que personne les voit? Oui, c'est vrai que c'est dommage de les cacher. Par contre, c'est important d'avoir de la quantité parce que rien qu'en ayant tout visuellement, on se rend compte qu'ils sont tous différents. Et ça donne des énormes indications historiques, de pouvoir comparer les choses. Si on n'avait plus qu'un casque, on dirait les Spartiates, ils portaient tous ce même casque, voilà. Et d'ailleurs, ça apporte tellement d'informations sur les matériaux utilisés, les formes. Ça montre que l'armée, elle n'est pas complètement unie. Je m'y connais pas assez en Spartiate. Encore une fois, j'en appelle aux antiquisants. Mais ça montre bien que ces hommes, ils se fournissent pas tous au même endroit, quoi. Ça montre aussi que l'artisanat à cette époque ne fait pas des choses complètement régulières a priori, en tout cas dans ce domaine-là. Ça a l'air de venir de régions différentes. Je spécule. C'est très intéressant quand on part avec Napoléon, qui a uniformisé ses armées en s'inspirant d'un idéal antiquisant, de Rome antique. Et ensuite, on se rend compte que à peine quelques années, quelques décennies plus tôt en Grèce, les casques, ils sont tous différents. Bon, ça fait réfléchir. Ce Christ en Espagne, qui n'a pas de valeur, qui est tout nul, en fait, une fois qu'on en aura gâché 400, il n'y en aura plus qu'un et on se dira, ça, c'était le 19e, c'était comme ça. Donc, je me perds un peu, je m'emporte passionnée, mais pour la comparaison avec le scandale de 2022 sur cette notion de valeur et de ce qui reste une fois que quelque chose est détruit, est-ce que c'est grave, etc., j'ai envie de comparer avec la robe de Marilyn Monroe portée par Kim Kardashian, pour ceux qui ont suivi ça. Non, je n'ai pas suivi. Mais du coup, je suis content, je vais pouvoir apprendre un truc. Tu ne seras pas le seul, sûrement. Alors, le Met Gala, qui est un événement tenu par le Metropolitan Museum of Art de New York, est un événement caritatif, dont notamment qui invite des stars, en fait, des célébrités, des acteurs et tout, et aujourd'hui des influenceurs. Et ces revenus caritatifs, justement, servent à financer, c'est très intéressant, la conservation des collections, dont le département textile et mode. D'où le fait que chaque année, il y a une thématique à ce bal caritatif du Met Gala, où il y a un thème et toutes les stars doivent s'habiller selon ce thème. En vrai, c'est plutôt pas mal parce que ça fait travailler la création contemporaine, donc ça encourage l'artisanat textile contemporain. Et le thème de l'an dernier, c'était Gilded Glamour, qui fait référence, donc c'est le glamour doré, mais doré clinquant, cheap, pas cher, qui fait référence à ces nouveaux riches américains qui, à la fin du 19e siècle, faisaient beaucoup de bruit, n'étaient pas très élégants et faisaient en gros mauvais genre face à l'aristocratie classique américaine. Voilà, donc le glamour tape à l'œil, quoi. Et Kim Kardashian, donc une célébrité influenceuse, quoi, une icône pop d'aujourd'hui, qui est connue pour choquer, pour être toujours à la une des scandales et tout, notamment scandales liés à l'appropriation culturelle, beaucoup. Elle se transforme un coup en africaine, un coup en femme asiatique, donc ça plaît pas du tout. Et cette fois-ci, elle a choisi de porter la robe la plus célèbre de l'histoire des États-Unis, la robe de Marilyn Monroe. Et c'est hyper important parce que, alors oui, forcément, moi je suis conservatrice restauratrice, donc je dis c'est important. Voilà, non, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que déjà c'est la robe la plus célèbre parce qu'elle a été portée par Marilyn Monroe. C'est sa dernière robe portée à un événement public avant son décès. Et elle a été portée pour qu'elle chante le fameux Happy Birthday, Mr. President à JF Kennedy. On est en pleine guerre. Elle est soupçonnée d'espionnage avec l'ennemi. Enfin, elle est soupçonnée également. Enfin, on le sait d'ailleurs qu'elle entretenait une liaison avec le président, en étant toutefois amie avec des ennemis politiques. Donc ça fait beaucoup de bruit et elle décède très peu de temps après ce très grand événement public où elle affiche sa liaison devant tous les États-Unis.
Donc voilà, ça a beaucoup fait couler d'encre, théorie du complot, est-ce que les Kennedy l'ont assassinée parce qu'elle en savait trop? Bon, que ce soit vrai ou pas, peu importe. Ce qui est important, c'est que Marilyn Monroe est une icône à l'époque, donc féministe, qui défend beaucoup les droits de la femme, qui faisait beaucoup de sit-in, notamment dans des lieux contre le racisme, jusqu'à temps qu'on autorise ses amis chanteurs afro-américains à faire des représentations. Elle militait, etc. Et cette robe représente tout ça parce que on lui imposait tout le temps tout. Et là, elle a choisi cette robe. C'est une robe sur mesure, cousue sur elle, complètement transparente. On la voit complètement nue dedans. Et du coup, c'est un moment iconique. C'est avant Kim Kardashian, c'est Marilyn Monroe, quoi. Et c'est la première à s'affirmer comme ça, en mode je fais ce que je veux, je revendique, malgré ce qu'on m'impose de l'industrie et tout. Bon, bref, tout ça pour dire que Kim Kardashian a décidé de porter cette robe. Robe qui appartient à la société Ripley, qui est un équivalent du musée Grévin, qui montre des habits de stars, des mémorabilia. Et ils ont autorisé donc le prêt de la robe à Kim Kardashian, qui n'a pas du tout la morphologie de Marilyn Monroe, qui a craqué la robe. Il y a les vidéos où on entend... c'est assez triste, quoi. Et puis on entend et ça craque. Et les costumiers de Ripley, qui ne sont pas des conservateurs, portent des fameux gants blancs qui sont complètement contre-indiqués en conservation-restauration du patrimoine, puisqu'ils abîment, et on le voit que ça arrache le truc. Et c'est hyper intéressant ce cas d'école, c'est un cas d'école, parce que Ripley a dit « tout a été fait dans les règles de l'art pour que la conservation de la robe soit assurée ». Or, ils appellent les conservateurs conservationnistes, ce qui veut dire parti conservateur et non pas conservateur-restaurateur aux États-Unis. Donc, ils savent pas le vrai mot. Ils utilisent des gants alors que ça se fait pas et ils arrachent la robe en vidéo. Et en fait, quand on est conservateur-restaurateur, quand on aime le costume et l'histoire du costume, on sait tout de suite que une tenue exposée à la lumière sous quelques heures et sur une peau va être dégradée. Et ce textile va se dégrader en mode time capsule. C'est-à-dire qu'une fois que c'est en contact avec de la sueur, des projecteurs et des flashs, c'est l'accélération de la dégradation sur quelques années au lieu de quelques siècles, quoi. Donc, en fait, cette robe est flinguée pour un événement. Et c'est très intéressant, ce cas-là, parce que Kim Kardashian, elle sait pas. Elle fait confiance. Et elle a raison. Elle a l'argent. On l'autorise à le faire en lui disant « c'est super, ça va être hyper bien fait, il n'y a aucun risque ». Eh ben, pour moi, je fais le parallèle entre Kim Kardashian et la petite paroissienne d'Espagne avec son Christ. C'est pareil. C'est pas la personne qui fait le dégât qui est en cause. C'est la représentation dans les médias de ce type d'abus de patrimoine en public, quoi. Alors que c'est des non-événements. Et en fait, ça représente ça nous met un petit peu en difficulté en tant que conservateur-restaurateur parce qu'on est déjà très peu représenté. Et quand on est représenté, c'est selon des codes un petit peu, un peu problématiques qui laissent à penser que finalement, il n'y a pas de professionnels qui prennent soin du patrimoine. Je me suis complètement écartée de la question, mais... Non, mais en tout cas, c'est terrible comme anecdote. Qui on aurait cru qu'on aurait parlé de ça en conservation-restauration. En tout cas, donc tout à l'heure, tu nous disais, oui, la science, tous les ans, il faut que j'apprenne de nouvelles techniques, etc. J'imagine que tu as dû aussi apprendre peut-être des techniques ancestrales. Oui, oui. Enfin, alors ancestrales, ça dépend encore une fois de chacun. On a un package dans les formations, on a des cours de techniques artistiques. Donc, on va, selon notre spécialité, toucher à des techniques artistiques traditionnelles pour comprendre de quoi est faite la matière, pour mieux comprendre le geste de l'artiste, donc à quoi il est confronté. Comme ça, s'il y a une dégradation, on comprend mieux peut-être d'où ça vient, parce que la matière s'étale de telle ou telle façon, elle est poudreuse, elle est grasse, elle est épaisse, elle est cassante, voilà. Donc s'entraîner en connaissant les recettes, en fabriquant soi-même ses peintures, ses pigments, en utilisant les outils traditionnels, c'est fondamental pour comprendre à la fois les œuvres en tant qu'objet matériel et à la fois en tant qu'objet immatériel avec le geste de l'artiste, quoi. Ça permet d'ailleurs d'énormément apprécier la difficulté de la création. Et aussi, ça permet donc de savoir restituer des parties manquantes, pas pour recouvrir des choses ou faire semblant, mais en tout cas, ça permet, par exemple, s'il y a un grand trou dans un papier, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace, on réintègre dans ce grand trou un papier dit de conservation, donc avec un pH neutre, qui va bien vieillir, qui réagit bien, qui va pas tirer le papier d'origine et va pas l'arracher. On le fixe et en fait, on va surtout le pré-teinter. Et il faut avoir un sens de la couleur pour ça.
pour trouver la bonne couleur qui va se rapprocher du papier d'origine, il faut s'entraîner en technique artistique, aiguiser un petit peu son sens des couleurs. On n'est pas obligé de savoir créer tout seul. C'est-à-dire que tous les conservateurs restaurateurs peuvent pas dessiner un truc si on leur met un papier, dessiner quelque chose dans un style classique en tout cas, ou une œuvre d'art. Mais on est tous capables de reproduire un geste, un grain, une couleur. Et voilà. Et moi, donc, je m'intéresse d'autant plus aux techniques artistiques que j'ai poursuivi cette recherche sur mon temps personnel. Ce que tout le monde fait pas, chacun a après ses loisirs, ses propres centres d'intérêt. Peut-être d'autres aspects de la restauration. Il y en a qui vont faire de la reliure, il y en a qui vont faire d'autres choses. Moi, je m'intéresse aux techniques artistiques et du coup, je fais de la reproduction. J'ai eu la chance d'être copiste au Louvre à un moment. J'en parle pas beaucoup, alors c'est le moment de le dire. Donc j'ai eu la chance de bénéficier d'un apprentissage traditionnel au Louvre, dans le sens où je n'avais pas de prof, mais t'es complètement tout seul. Et ça, c'est l'apprentissage traditionnel au Louvre, puisqu'en gros, après la Révolution française, l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui apprenait jusqu'alors aux peintres leur métier, en tout cas pour ceux qui allaient travailler pour le roi. Après, il y avait des guildes en dehors, mais pour l'école officielle, cette académie, elle se transforme en Académie des Beaux-Arts. Et l'Académie des Beaux-Arts va être assez élitiste. En fait, elle se veut beaucoup plus citoyenne et beaucoup plus accueillante, mais à contrario, elle va pas pouvoir accueillir tout le monde, et notamment, elle rejette les femmes pour la première fois, alors qu'avant, elles pouvaient accéder à l'Académie. Là, elles ont plus le droit d'assister aux cours. Et du coup, le seul moyen d'apprendre la peinture quand on est très pauvre ou quand on est une femme, c'est d'aller au musée du Louvre, puisque le musée du Louvre, dans une démarche citoyenne, va dire maintenant, tout le monde peut venir dessiner dans les galeries. Et comme ça, on apprend en recopiant les maîtres, donc en autodidacte. Et du coup, le Louvre maintient cette tradition aujourd'hui. Il y a des listes d'attente pour être copiste. C'est surtout des listes d'attente, pas pour choisir, des niveaux particuliers, puisqu'on est là pour apprendre, mais c'est surtout pour éviter les faussaires, les gens pas très sérieux. Mais donc voilà, j'ai eu la chance de parcourir les salles du Louvre. C'est assez compliqué et contraignant en vrai. C'est génial, c'est une superbe expérience. C'est unique de pouvoir copier d'après l'original. On voit vraiment la matière. C'est pas comme sur une photo, quoi. Par contre, c'est très contraignant parce que l'œuvre doit être tamponnée avec 40 cachets de sécurité. Il n'y a pas le droit de prendre des photos, donc tu peux pas suivre ta progression. Les gens te posent beaucoup de questions, ce qui est à la fois super. C'est ce qui m'a poussé à lancer une chaîne YouTube d'ailleurs. Hein. C'est que j'avais beaucoup de questions, mais t'as pas le droit de répondre parce que ça crée des bouchons. Et très honnêtement, au bout d'un moment, même moi qui adore transmettre, j'ai vraiment une passion pour transmettre les infos, j'en pouvais plus. En fait, t'as 3 mois autorisés au Louvre. Tu as 4 jours max par semaine, si je dis pas ou 5 jours, mais t'as que 4 heures par jour, un truc du genre. Et sur les 4 heures, faut demander à la sécurité de récupérer ton chevalet avec ton œuvre, re-ranger l'œuvre après. Ça prend 1000 ans de la sortir avec le gars qui te suit. C'est hyper long. Et si on te parle, c'est fini, quoi. T'arrives pas à te plonger dedans. Donc c'est très dur comme exercice, mais c'est... Voilà. Alors, on a mené quand même un pré-entretien pour préparer cette émission, parce qu'on est vraiment des professionnels. Et du coup, tu nous disais que tu aimais particulièrement une de ces techniques artistiques historiques, les toiles de peintre. Voilà. Alors oui, c'est vraiment une passion ultra niche qui me vient de Perrine, ma collègue qui est conservatrice-restauratrice de tableaux. Elle a grandi en Norvège et elle a eu la chance là-bas de suivre un apprentissage, une partie d'apprentissage traditionnel avec une peintre d'école qui s'appelle Hélène Knoop, qui fait partie d'un mouvement de peintres norvégiens, on va dire héritier des techniques de Rembrandt. Donc on est sur vraiment de la technique traditionnelle. Et elle a appris notamment à monter sa toile à l'ancienne. Donc on travaille la toile, le tissu, on le tend sur un châssis, on le prépare. Et elle m'a transmis ce goût-là de la matière et de la préparation des toiles. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, mais les toiles autrefois n'étaient pas blanches comme aujourd'hui dans le commerce. Aujourd'hui, les toiles sont vendues comme ça avec ce qu'on appelle un gesso. Donc, c'est une préparation blanche qui sert à lisser et boucher les pores de la toile pour avoir une surface pour peindre. Et puis, un fond blanc pour avoir quelque chose de lumineux, en fait. Mais le grand défaut qu'ont ces toiles,
c'est qu'en fait, un fond blanc va éteindre les couleurs. C'est-à-dire que ça va les rendre très mates, très ternes. On dit que ça les fait mourir, carrément. Et ça, c'est un terme, c'est connu depuis fort, fort longtemps. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis pas étonnée qu'il y ait ça dans les manuscrits déjà médiévaux. Au moins depuis la Renaissance, ça se connaît, ce terme. On sait que, selon la couleur du fond, la peinture qu'on va poser dessus ne va pas avoir la même luminosité, la même intensité de couleur. Et donc, traditionnellement, en fait, on fabriquait ces toiles avant que les marchands de couleurs se démocratisent fin 18e. Et avant, c'était les ateliers de peintres donc, qui fabriquaient les outils. Donc, en fait, dans un petit atelier, il y avait le peintre avec son apprenti. Apprenti qui allait pas forcément devenir un peintre lui-même, mais qui était en général un jeune garçon de 10 ans qui allait écraser les pigments, maintenir le feu allumé, nettoyer les pinceaux, faire tout pour que le peintre n'ait plus qu'à être l'esprit pensant, quoi, et à produire. Et puis dans les grands ateliers, il y avait carrément des équipes, ça broyait de la couleur, enfin une petite usine, quoi, et on préparait les couleurs à l'avance, on tendait les toiles et tout ça. Donc ça, c'était avant les magasins, fin 18e. Et donc, on tend la toile et on va la préparer parce que la préparation a plusieurs propriétés. Donc, au-delà de boucher les interstices de tissage et créer une surface lisse, il y a plein de propriétés, mais je résumerai à celle-ci. Et donc, la couleur. Et la couleur du fond de toile est rouge, normalement. En fait, au Moyen-Âge, on fait des fonds blancs. Et puis, à la Renaissance, progressivement, on va partir sur des fonds ocre, rouges. Parce qu'on se rend compte que ça fait jouer différemment les couleurs. C'est des jeux d'optique, voilà, tout simplement. Et la peinture à l'huile, je parle de peinture à l'huile, bien sûr, donc de pigments mélangés dans de l'huile. Et cette peinture a la propriété d'être transparente. Donc même quand on l'applique en couche épaisse, c'est complètement imperceptible à l'œil nu, mais ça reste transparent. Donc tout au fond, il y a le fond rouge et ça crée de la profondeur. Alors, on a quelques questions qu'on va pouvoir éventuellement te poser, mais avant ça, peut-être, parce que c'est vrai qu'on s'est vachement étendu sur ces parties-là, mais qui sont super intéressantes. On n'a pas encore beaucoup abordé ta chaîne YouTube, même si tu nous en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous en reparler pendant 5 minutes, nous redire un petit peu ce que tu fais là-bas, pourquoi tu l'as fait, pourquoi c'était important pour toi de monter une chaîne YouTube? Elle est vraiment venue de la suite de cette expérience de copiste au Louvre. Parce que je vais pas le cacher, j'étais ultra frustrée de pas pouvoir transmettre des choses aux gens autant que je l'aimerais. Il y avait plein de questions pertinentes et puis surtout des questions qui me seraient pas venues à l'idée parce que encore une fois des formations professionnelles quand on connaît quelque chose, on a l'impression que tout le monde le sait parfois. Et encore il y a 2 semaines, il y a un ami à qui j'ai montré d'ailleurs une œuvre que je restaurais. Qui a un portrait hyper réaliste, magnifique, et c'est du pastel. Et je lui dis, regarde ce portrait au pastel, il est sublime et tout. Et il me dit, waouh, c'est incroyable. Et je sais plus comment on en est arrivé à ça. Mais il me dit, mais c'est pas de la peinture. Enfin, il comprend que c'est pas de la peinture à l'huile et que c'est du pastel et il savait pas ce que c'était que le pastel. Et en fait, le pastel, et donc je le dis parce qu'a priori, moi, je pensais que ça, mais non, évidemment que tout le monde ne peut pas savoir ça. C'est logique. Et le pastel, c'est de la craie colorée. C'est juste de la poudre, c'est tout. Il y a pas de colle, c'est juste de la poudre comme ça. Donc ça, c'est ultra fragile et ça permet de faire des résultats aussi précis que des peintures académiques classiques et tout. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà. Et donc au Louvre notamment, j'étais dans les peintures 18e, puisque c'est un peu mon dada, la préparation de toiles 18e, les techniques de cette époque. C'est un petit peu l'apogée de l'école, ce qu'on appelle l'école française de peinture. C'est le moment où, en France, on s'affirme vraiment dans l'art pictural. C'est logique, hein, on est une grande puissance à ce moment-là. Et en fait, donc j'étais dans le secteur des peintures 18e, donc on est sur de la peinture à l'huile sur toile, exclusivement, très rarement des panneaux en bois. Et il y a plein de gens qui m'ont dit c'est de l'acrylique. Et je me dis mais c'est pas possible, l'acrylique c'est du plastique, c'est la pétrochimie, enfin c'est 18. Mais en fait non, on sait pas forcément. Et puis en plus, au-delà de pas forcément savoir, en fait, je me suis rendu compte que dans les musées, on est perdu. Il y a beaucoup de petits textes microscopiques qu'il faut chercher. Et je trouve vraiment, quand je fais des expositions, aujourd'hui, je m'en rends vraiment, vraiment compte que le texte s'adresse très, très rarement aux néophytes. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir un minimum. Parfois, même moi, parfois, je lis des cartels et je me dis, mais de quoi ils parlent, quoi? Enfin, ça commence à partir dans de l'analyse de sujets, etc. Et ça n'apporte rien à l'exposition.
Donc c'est de là qu'est venue ma chaîne YouTube. J'avais un petit peu envie de reprendre mon expérience de copiste au Louvre, de répondre à ces questions et aussi d'essayer. Alors vraiment, vraiment humblement, je veux pas dire que je fais mieux, mais je voulais vraiment essayer de répondre aux questions des gens directement et pas essayer de créer quelque chose selon mes critères de ce que devrait être l'histoire de l'art. Et j'ai suivi des cours d'histoire de l'art classique, hein, moi-même, en master, et à l'époque, je me rendais pas compte que c'est c'est très élitiste, je trouve. Et j'aimerais bien quelque chose auquel je tiens donc sur ma chaîne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est donc pas de faire de l'histoire de l'art en mode analyse de tableau, etc., mais vraiment essayer de comprendre les enjeux donc d'un atelier de peinture. J'ai vraiment envie que n'importe qui puisse regarder cette chaîne sans forcément se dire moi je fais pas de l'art donc c'est pas pour moi. Parce que l'histoire de l'artisanat, c'est vraiment l'histoire de nos ancêtres. C'est quelque chose qui reste beaucoup dans les pays anglo-saxons. Alors parfois, on peut un petit peu sourire, mais par exemple, les Américains sont tous artistes, à en croire certaines personnes, ils ont tous un craft, en fait. Donc tout le monde fait... Et en fait, c'est hyper positif, parce que tout le monde fait quelque chose de ses mains et est encouragé à créer quelque chose. Et j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, en tout cas qu'en France, on a moins cette culture de fabriquer quelque chose de ses 10 doigts. Et on est tout de suite un petit peu difficile avec soi-même. Si c'est moche, on se dit, du coup, j'arrête, c'est pas bien. Mais en fait, l'art est hyper thérapeutique, c'est très stimulant, ça apporte plein d'autres choses que juste être super badass et montrer aux gens comme on dessine bien, on s'en fiche. Et j'adore la BD, mais je trouve aussi que la BD a mis un petit peu cette barre hyper haute parce que la BD... le type d'illustration BD a longtemps fait l'éloge tout au long du XXe siècle du dessin par la ligne. C'est-à-dire que la ligne, c'est le plus difficile en dessin, à mon sens, parce que pour avoir une ligne hyper directe qui représente tout de suite un sujet, faut vraiment maîtriser le truc. C'est très difficile. On parlait du bâton, c'est exactement ça, quoi. Les gens, regardez Sampé, le petit Nicolas, mais c'est un prodige, le type, quoi. Il fait 3 traits et ça raconte des histoires incroyables. Et ça, je trouve que ça met la barre super haut pour les gens. Alors que l'art, ça peut être de l'abstrait, des taches de couleurs, etc. Et ça peut être super beau et beaucoup plus intuitif que technique. Et il faut savoir que le débat entre couleur et dessin, c'est-à-dire est-ce que l'art est plutôt de l'art de la couleur ou de l'art de la ligne, c'est un débat qui anime nos ancêtres depuis un petit bout de temps. Il y avait notamment les guerres entre poussinistes et rubénistes au XVIIe siècle, c'est-à-dire les peintres Poussin et Rubens, où c'était qui a raison entre la couleur et la ligne. Et aujourd'hui, j'aurais envie de dire, soyez colorés. Voilà. Alors, on va faire les intellos, tout ça. Il y a Pierre Bourdieu qui disait que voilà, le musée peut être un instrument d'exclusion sociale. Du coup, tu te retrouves là-dedans, toi, justement, dans les petits cartons où tu te dis, Avec ma formation en master, mes connaissances de la technique, je creuse dans les œuvres quand même. J'ai vraiment ce regard hyper analytique, quoi. Je découpe les œuvres au scalpel. Avec ce regard-là, j'entre dans un musée aujourd'hui et je comprends. Parfois, je me dis, mais je comprends qu'on puisse être perdu. Peut-être parce qu'à force de découper les choses avec le regard, en fait, je vois les choses différemment. Je vois plus les choses d'un point de vue vraiment de l'histoire un peu linéaire, racontée, narrée. Mais je vois un petit peu des contre-histoires, d'autres façons de raconter, presque une façon mathématique de raconter. Je ne sais pas si ça a du sens. Je vois vraiment plus l'histoire comme des sciences parfois. Et dans un musée, j'ai tendance à... Alors, ça a ses défauts. Vous reconnaissez très facilement une conservatrice-restauratrice. C'est celle qui ne regarde pas le tableau à quelques mètres respectueux, mais qui met sa tête dessous, pour regarder tous les petits défauts et l'arrière de la toile et qui est tout le temps en train... Voilà. Je dis pas qu'on fait sonner les alarmes, mais un peu. Et donc, parfois, c'est presque difficile d'apprécier juste l'art en tant qu'objet esthétique. Qui apporte de l'émotion. Par contre, ça apporte un regard plus incisif et j'arrive plus à me contenter de
voilà, c'est l'exposition de tel artiste, il a grandi, voilà, je sais pas quoi, d'un père très pauvre, il est parti pour être prêtre et en chemin, il a été enrôlé dans une guilde d'art. Enfin, j'ai plus de mal avec ces grandes lignes là. Maintenant, j'aime bien qu'on rentre dans la vie matérielle de l'œuvre en fait. Je sais pas, j'ai l'impression d'être finalement snob un petit peu par ma propre approche, mais ouais, je pense que c'est une autre façon de voir le sous la toile, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir changer dans ta profession dans les années qui viennent? Statut, pratique, etc. Oui, bien sûr. Alors, il y a un grand débat déjà général, c'est justement le fait de protéger le titre de conservateur-restaurateur des biens culturels. Je le disais donc en début de notre échange que le titre n'est aujourd'hui pas protégé légalement, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'auto-déclarer conservateur-restaurateur, et pour autant, donc il y a des marchés publics, voilà, qui imposent des diplômes. Pour moi, il y a donc une grosse contradiction dans la difficulté de la formation aujourd'hui et la façon dont est perçu le métier. C'est-à-dire que quand on en parle, on a de la chance. On a un métier où on se sent privilégié, déjà parce qu'on le sait en faisant les choses, et puis parce qu'en plus, on nous le renvoie par miroir. Les gens sont impressionnés, ils trouvent ça vraiment très chouette. Donc, on a vraiment l'impression c'est hyper, comment dire, c'est pas du luxe, quoi, de sentir qu'on se sent utile quand les gens font des grands yeux. On se dit, waouh, je fais vraiment un truc qui plaît à la société, qui est utile. Donc ça, c'est très fort. Et du coup, il y a une incompréhension quelque part de ce manque de position dans le secteur culturel, de ce manque de reconnaissance. Je tiens à saluer, peut-être qu'il me regarde ce soir, la bibliothèque de Versailles, qui est un client de longue date, et puis j'ai envie de dire des collaborateurs, des partenaires du patrimoine maintenant, parce qu'ils sont extrêmement vigilants à mettre en avant le travail de leurs conservatrices-restauratrices. Au point qu'ils ont écrit mon nom dans un cartel, et je m'attendais même pas. Je dirais pas que c'est trop, parce que j'ai envie de dire mais bravo, mais c'était presque, je m'y attendais tellement pas. Et il faut savoir que dans les catalogues d'exposition, il y a jamais les noms des conservateurs-restaurateurs. En plus, on est souvent en indépendant avec du marché public décentralisé. On est rarement au cœur des musées. Donc ça, c'est vraiment, j'espère que les institutions vont suivre nos homologues anglophones et ouais, ouvrir des postes. Après, c'est toujours compliqué, hein, les financements. Hein, si on en remet dans la culture, on va en retirer ailleurs, voilà. J'espère, alors ça c'est un petit peu le petit rêve, mais puisque tu me demandes. Vas-y, c'est la soirée de tous les possibles, tu peux. Ben, je me dis qu'a priori tout le monde dans le chat ce soir qui écoute aime l'art, a priori, j'espère, mais j'aimerais vraiment aussi qu'il y ait cette compréhension du métier en tant que tel, cette reconnaissance du métier pour sa difficulté, parce que aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre. Je disais que les gens sont souvent impressionnés, il y a du respect, mais quand vient le moment de confier son œuvre et de payer, là, c'est souvent plus difficile. Ça, pour applaudir, il y a du monde, mais pour lâcher du flouze. Ah, je suis cash, hein. C'est le cas de le dire, cash. Mais oui, en fait, je comprends parce que on est encore une fois un métier qui est encore beaucoup associé à l'art. Et on ne sait pas quelles compétences on a derrière. On ne sait pas que ça s'apprend en master. On croit que ça ne veut pas du tout dire que les formations artistiques ou artisanales doivent être moins bien payées. Surtout pas, jamais de la vie. Mais en tout cas, normalement, surtout en France, les formations de master, on attend un certain salaire derrière, certaines reconnaissances que nous, aujourd'hui, on n'a pas. Légalement, on est technicien, avec tout ce qui vient avec. Donc voilà, ouais, plus de cohérence entre loi et travail au quotidien, ça serait chouette. Et puis surtout, faire parler les conservateurs, restaurateurs comme tu le fais ce soir. Ça, c'est hyper important. Que les institutions, les chaînes de télé ne laissent pas les catégories faits divers s'emparer de ce métier qui a un potentiel énorme, parce qu'on voit bien que ça galvanise, ça plaît, ça rassemble tout simplement. C'est une histoire commune. On l'a bien vu, hein, quand il y a des incidents, finalement, ça vient rappeler à quel point les gens sont touchés, parce que ça touche la corde sensible. C'est de l'affect. Et donc voilà, donc il y a un gros potentiel et ce serait vraiment bien de voir de plus en plus de professionnels, conservateurs, restaurateurs, officiels avec la même déontologie de démarche, apparaître plus dans la presse comme tu le fais ce soir. Et je tiens à le dire parce que au-delà des remerciements, même à tout le monde ce soir, c'est inédit
pour moi, mais pour tout le corps de la profession, d'être invité comme ça sur une chaîne publique à parler aussi longuement en plus du métier, quoi. C'est hyper libre et on n'a pas trop l'habitude d'être mis sur le devant de la scène. On est dans nos réserves, c'est le paradoxe. Et on nous amène à ne pas devancer les œuvres d'art, ce qui est un autre paradoxe, qui fait que c'est très difficile de se sentir légitime à se mettre sur le devant de la scène. Et je me demande sérieusement si il y a pas un truc à jouer à ce niveau-là, c'est-à-dire que finalement, on nous dit tout le temps que d'un point de vue déontologique, le conservateur-restaurateur est en retrait de l'œuvre d'art, il est au service, oui, mais à force d'être autant en retrait, autant en service, on ne sait pas qu'on existe. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de dégâts causés au patrimoine. On l'a vu avec la grotte de Burnickel, là, les scouts, les fameux scouts qui ont effacé, qui ont voulu bien faire avec leur staff, qui ont voulu nettoyer une cave, une grotte ancienne, qui ont effacé des bisons de l'époque préhistorique. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec le déboulonnage de statues. Alors, je dis pas le déboulonnage en lui-même, mais après le déboulonnage de statues suite au mouvement de Black Lives Matter, suite au déboulonnage, il y a des jeunes qui se sont sentis pris d'un sentiment fort vis-à-vis du patrimoine et qui ont décidé de nettoyer les graffitis, etc. au White Spirit. Voilà, on en revient à ça et j'espère de plus en plus donc on va paraître pour qu'on arrête de reprocher dans les faits divers aux amateurs ce qu'ils font parce que c'est pas de leur faute. Tant que nous on est dans l'ombre, on saura pas qu'on peut faire mieux, quoi. Voilà. Je tourne un peu en rond, du coup. Bon, mais en tout cas, c'est voilà, au même titre que les historiens et que les archéologues, il faut que les conservateurs-restaurateurs puissent prendre leur place et qu'on leur laisse leur place dans l'espace public. C'est important, voilà. En tout cas, ça sera la conclusion de cet entretien. Avant, quand même, que tu nous recommandes peut-être des livres ou des productions audiovisuelles ou je ne sais quoi d'autre qui pourraient intéresser le chaland qui pour le coup se dirait tiens j'ai envie d'en savoir plus. Alors au niveau de la conservation-restauration, donc il y a peu de choses vulgarisées. Il y a de très bons ouvrages, mais ça va être très scientifique et technique. Donc j'en appelle à toutes mes consoeurs, confrères à partager autant que possible leurs comptes, parce qu'il y a des gens qui font des choses incroyables autour de moi. J'essaye d'en partager sur mes propres réseaux sociaux. Donc c'est l'opératorium partout, hein, c'est facile à retenir, Instagram, Twitter, voilà. Et je partage des comptes de collègues qui s'expriment de façon claire sur la profession et ça il faut les encourager. Donc c'est là que vous trouverez le meilleur contenu. Je pense aussi qu'il faut... C'est très difficile de faire la part des choses sur Internet du bon et du mauvais contenu, entre guillemets. Je n'ose pas le poser depuis tout à l'heure. Je ne vais pas citer la chaîne YouTube, mais peut-être que tu sais de quoi je vais parler. Et est-ce qu'on en parle ou pas du tout? Oula, je veux pas te faire trop durer mais appelons-le BG, c'est son petit nom de code. Oui, c'est ça. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours très très délicat, en vrai, de critiquer d'autres professionnels, parce que on n'aimerait pas que ça nous arrive à nous. Cependant, il y a des personnes qui enfreignent les codes déontologiques de façon vraiment très violente. Donc encore une fois, c'est la part des choses. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est grave d'aimer la naturopathie? Moi, ça m'intéresse ce domaine personnellement. Je le dis comme ça, mais je vais pas le revendiquer comme seul sujet, quoi. Il faut présenter des options. Et il y a une chaîne sur YouTube qui représente aujourd'hui la conservation-restauration comme étant ça, enfin ce que cette personne fait comme étant que ça. Or, cette personne est complètement en désaccord avec la déontologie du métier. Elle a été même appelée à plusieurs fois par les organismes internationaux parce que c'était grave, en fait. Et voilà, donc c'est assez délicat. Je peux pas non plus nommer cette personne, mais ce que je peux juste dire, c'est que quand vous cherchez du contenu sur la conservation-restauration, il faut aiguiser toujours ce sens critique. Et en général, une personne qui, par exemple, donne tous les noms des produits, etc., vous pouvez être sûr qu'il y a un souci. Puisque quelque part, elle donne à chacun l'opportunité de restaurer, oui, donc ça paraît très généreux, mais il faut se méfier de ça. Cette générosité, c'est surtout pour attirer la sympathie et ça risque de poser des problèmes à vos œuvres ensuite. Donc je trouve que c'est pas rendre service, c'est un petit peu comme survulgariser, quoi. Quand on survulgarise, c'est super, machin, oui, mais non, les gens, ils savent, ils comprennent, il faut juste bien expliquer les choses et tout le monde est capable d'entendre qu'il y a des métiers pour tout. Voilà. Et puis attention aussi aux chaînes qui montrent la conservation-restauration avec trop de détails.
et quand ça a l'air trop poussé aussi, c'est souvent que la déontologie a été enfreinte parce que la conservation-restauration est rarement hyper visible. Ça peut être le cas, mais si c'est tout le temps hyper visible, tout le temps hyper esthétique, c'est que c'est trop rapide, c'est qu'il y a trop de... Voilà. Et ça va trop vite. Ouais. Merci pour les mises en garde qui sont valables d'ailleurs dans tous les autres secteurs. Hein. Je vais prendre un petit peu de recul sur tout ce qu'on consomme, c'est très bien, y compris sur Nota Bene d'ailleurs. Voilà, donc faites donc preuve de recul critique. C'est le moment, il nous reste 2 minutes, donc c'est vraiment le moment de nous vendre tout ce que tu peux. C'est quoi ton actu? Mon actu, alors oui, on en avait un petit peu parlé. C'est vrai que j'ai développé des coffrets de techniques artistiques. Après, c'est en cours. J'ai rédigé des histoires de la toile, notamment de la toile à peindre, de travail d'atelier avec ma collègue qui est restauratrice de tableaux, qu'on peut retrouver donc sur mon Utip. Il y a une boutique si ça vous intéresse donc d'en savoir plus. J'ai réalisé aussi des tutos pour donner à chacun la possibilité de découvrir la matière, donc de découvrir l'art sous la toile à l'envers. Donc voilà, ça c'est un pan que je développe en parallèle de ma chaîne YouTube et qui sert notamment à financer ma chaîne YouTube sur mon temps libre puisque c'est mon seul loisir dorénavant. Je m'occupe donc de diffuser maintenant les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des années donc sur la chaîne. Je fais ça le soir, le week-end et surtout j'espère vraiment avoir de plus en plus la possibilité d'intervenir dans des institutions. C'est en train de s'organiser doucement, c'est le petit teasing. Je suis sûre que cette soirée, avec la chance que tu nous apportes, au pluriel pour le corps professoral, je suis sûre que ça peut apporter aussi des belles choses. Surestime pas trop non plus le pouvoir de l'émission, hein, mais voilà. Mon CV est à jour. mais voilà, non, j'ai plein de projets pour la chaîne. J'espère vraiment pouvoir un petit peu emmener tout le monde dans les coulisses de ce qu'on voit pas d'habitude et donner la parole surtout à des consoeurs confrères. Et j'ai une liste hyper longue de personnes prêtes à intervenir et montrer des secrets d'atelier. Et il y en a beaucoup quand on cherche. Écoute, merci encore Siggy pour cet entretien passé avec nous. Merci de ton temps que tu nous as accordé. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cet entretien. Merci donc pour la modo. Et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut Siggy, à la prochaine. Merci infiniment, c'est très précieux. Merci à tous. Salut.